Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh bah salut les amis, on se retrouve après le duo de vidéos sur Randy Orton pour une nouvelle émission des couloirs du catch. Salut Messiah, comment tu vas? Bien Thomas, et toi? Tranquille, super, on a décidé de faire une émission un peu chill. Yes. On aime bien commencer les saisons comme ça avec 17 questions. Ouais, et vous savez très bien, et Thomas le sait très bien, que c'est un de mes formats préférés. Ouais, alors parce que je ne bosse pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, je suis très content des questions que je t'ai trouvées. Mhm. Il y a aussi, alors j'avais demandé à un des abonnés, c'est Loman, qui avait fait, tu sais, un des émissions de WrestleMania, Oui. de me poser une question pour toi ce soir. Et sa question, on l'a trouvée tellement pertinente. Qu'elle aura un petit hors-série. Un hors-série de 15 minutes comme j'ai sorti le 8 mai. Oui. Voilà. Donc celle-là, on se la garde de côté. Loman, on te remercie, on se la garde de côté. Et vraiment, très très bonne question, on vous tease un peu. Voilà. Surtout, comme d'habitude, moi la chaîne continue à grandir. Au moment où on tourne, on a passé les 215 abonnés. Ce qui est très cool, hein, pour nous. Donc, continuez. Ouais. J'ai rien d'autre à vous dire. Continuez. Comme on dit à chaque fois, on a passé les 200 abonnés, mais on retourne aux 300, les amis. Tous les 300. Et là, les 300, par contre, on fera peut-être un live. Ouais, un live ou une FAQ. Commencez déjà à nous poser peut-être des questions, pas forcément que autour du catch, mais un peu sur nous, si vous voulez, on répondra. Peut-être pas tout dans les détails, faut peut-être pas déconner. Mais n'hésitez pas. Moi, j'ai envie peut-être de faire une émission un peu format live, avec un concept en live. Yes. On verra bien d'ici là. Pour l'instant, on n'y est pas aux 300. Oui. Donc, Messiah, aujourd'hui, tu as les... Et t'as pas fait tout le petit laïus. Ah si, je l'ai dit, abonnez-vous. Je l'ai pas dit? Non. Ah, excusez-moi. Alors, surtout, pensez à bien commenter, à vous abonner. Là, on commence, c'est la première émission de la saison 3, parce qu'on essaie toujours tous les 10 émissions, on dit qu'on change de saison. On a prévu de refaire une émission avec 17 questions un peu plus tard dans la saison. Yes. Donc, si vous avez des questions que vous voulez que je pose à Messiah, eh ben, sur la prochaine émission, posez-moi-les sous cette émission-là. Là, des questions de catch, du coup. Des questions sur le catch, ouais, pas du tout sur... Et là, du coup, ça peut être sympa si vous participez à l'émission, un peu comme Loman l'a fait, par exemple. C'est ça. Et n'oublie pas de mettre la cloche. Eh ben, ça, c'est ton gimmick, c'est pas le mien. Oui, mais tu me l'as pas proposé. Bah, j'allais te le dire, mais tu m'as coupé dans mon élan. Alors, tu vas te calmer tout de suite, parce que ça a mal se mettre, là. Aussi, vous nous entendrez peut-être, hein, on va parler un petit peu plus tranquillement, parce que exceptionnellement, on tourne chez moi, il y a le bébé qui dort en haut, donc le but c'est de pas le réveiller, parce que ça. sinon... Et Thomas a des animaux, donc du coup, si vous entendez des petits bruits de pattes ou machin, c'est nos amis les bêtes. J'ai des chats, c'est un lion, hein. Ah, c'est un gros minou, oui. Voilà. Et on parle pas de ma meuf. Alors on y va, c'est parti. Un petit peu de blague graveleuse, ça fait toujours plaisir. Mais ça y est, devant toi, il y a 17 petits papiers, comme d'habitude, tu connais le concept. Oui. Un numéro, et c'est parti. Comme d'habitude, dans le lot, il y a des petites questions trolls, hein, tu connais mon amour pour ce genre de trucs. Voilà. Donc du coup, le premier numéro, c'est le 12. Alors, le numéro 12. Oh, alors, c'est moi qui ai pensé aux questions, si les voix c'est pas toujours pertinent, vous m'en voudrez pas. Mais moi, je suis fier de celle-là. Est-ce qu'on peut considérer que l'évolution est un petit peu un rip-off des Four Horsemen? Oh bah carrément, oui. Pour le coup. Pour le coup, ouais. Ah, pour le coup, ouais. Ouais, j'aime bien comme question, parce que on le dit souvent, mais c'est une version moderne des Four Horsemen, parce que c'est un clan très similaire déjà dans l'esthétique, parce que les Four Horsemen, c'est un groupe on va dire d'excellents catcheurs, des mecs pur in ring, vraiment le visage du wrestling que la WCW et que les territoires mettaient en avant, pas surtout que ça commençait sur les territoires. Et c'est des gimmicks vraiment d'hommes riches, que vraiment ils se la pètent, ils mettent leur richesse, tout ça devant, et qu'en plus ils délivrent dans le ring. Donc qui fait qu'ils sont détestés par le public, mais par contre au niveau in-ring, on peut pas les détester. Et le clan a évolué à plein d'endroits, il y a eu plein de membres, et c'est toujours un peu le même principe, quoi. Sauf que l'évolution a un peu changé dans le fait qu'il n'y avait pas une vraie équipe. Souvent les Four Horsemen, il y avait une vraie équipe, qui était au début c'était les frères Anderson, donc Oli et Arn, et après ça a été justement Tolly Blanchard et Arn Anderson. Un peu comme la DX a fait avec les New Age Outlaws. C'est ça. Et il y avait toujours la star main event, champion du monde poids lourd. Ric Flair, ensuite Triple H. Triple H pour les deux clans. C'est ça, et souvent un des jeunes qu'on voulait pusher en solo. Donc le premier gros qu'ils ont pushé, c'est Barry Windham. Mais Sting en a fait partie un petit peu aussi. Benoît aussi. Et bien plus tard, il y a eu Benoît, Brian Pillman et Dean Malenko aussi. Tu dis pas Mongo McMichael? Ah si, il y a eu Mongo McMichael. Les gens ont dit que ça c'était un peu une honte, mais non, c'est quand même une méga star, Mongo McMichael, dans le monde pas du catch, mais du sport américain. Du sport américain. D'ailleurs, et du coup, je trouvais ça pertinent qu'il soit dedans. D'ailleurs, paix à son âme. Ouais.
Il y a des moments très marrants en plus avec lui, parce qu'il était complètement décalé. Ouais, et puis son chihuahua. Oui, aussi. Et l'évolution part sur ce même principe, mais en faisant vraiment, comme ils ont récupéré Ric Flair, qui est l'âme des Four Horsemen, ben ça permettait de faire comme, ben c'est pour ça que ça porte bien son nom, l'évolution. Ça veut dire qu'on a la star d'antan, la star actuelle champion du monde, et le futur, avec les deux jeunes. Et comme tu as dit très bien dans l'émission sur Batista et sur l'émission de Randy Orton, donc je te parle en phrase, c'est que Randy Orton était le projet jeune, justement le petit jeune qu'il fallait faire monter au main event, et que on avait la bonne brute qui faisait l'Enforcer. Donc Batista a pris le rôle d'Arn Anderson, qui était l'Enforcer du groupe. Donc c'est vraiment lui un rip-off total. Ah bah tu vois, je pensais que je m'étais un petit peu... T'allais te foutre de ma tronche avec la question, mais non, ça Non, va. pas du tout, et on verra dans l'actualité, beaucoup de gens parlent de ça, que le nouveau clan de Seth Rollins, avec Polyman et Braun Breaker, ce serait aussi de nouveau encore un peu un rip-off de l'évolution et tout ça. Et qu'il y aura un quatrième membre qui se rajouterait. Ouais, c'est ce que j'en ai parlé avec quelqu'un dans les commentaires sur l'émission Randy Orton, où moi j'avais dit peut-être un catcheur physiquement un peu gros, un peu... Bah non, parce que pour moi, le physique impressionnant de l'équipe, bah, c'est Braun Breaker. Moi j'aurais vu plus, tu sais, un Otis ou un Bronson Reed en plus dans l'équipe, non, tu vois. alors Je disais moi, gros dans ce sens-là. Alors pour moi, pas du tout. Moi, je verrais plutôt un jeune, et qu'en plus là, je déteste son booking depuis très longtemps, et alors qu'il a du potentiel, mais du coup, je sais que toi tu l'avais. Austin Theory. Voilà. Ouais. Parce que lui, il a la tête à rentrer là-dedans. Bon. Et ça lui ferait du bien. Et ça lui ferait un bien fou. Ça remettrait un petit coup de frais. Ouais. Donc si vraiment il y a Austin Theory qui rejoint ce groupe, là, ça fait vraiment révolution. Avec Polyman, qui est le cerveau, qui est le vieux promoteur, qui a toujours été dans le monde du catch, et qui du coup, il dirige les jeunes. Seth Rollins, que maintenant c'est une star accomplie, et que maintenant il s'assume en tant que tel, et que ce soit un peu un despote à la Triple H, vraiment la méga star, et surtout qu'en plus lui, il a comme ça fait tous les artifices autour de lui. Là justement, tu penses pas qu'il devrait lui changer son theme song parce que les gens vont continuer à le chanter? Oui, je suis d'accord. Pour moi, il faudrait même si ça me ferait chier. Hein. Ouais. Parce que j'adore son thème. Bah, on en parle souvent avec mon colocataire, que lui, il avait adoré de la période du Messiah, voleur de pseudonyme, et que son thème song collait plus un peu à ce personnage qu'il est en train d'avoir actuellement, quoi. Parce que ouais, sa musique, c'est quand même la musique top pour les fans. Ouais, forcément, ouais. C'est ça. Moi, maintenant, si c'est un gros heal, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'ils appuient plus sur le côté heal et qu'ils essaient de pas mettre les trucs pour que les gens le cheer. Un peu comme un moment, Engel, tu sais, ils avaient un peu changé sa musique pour que les gens ne puissent plus dire You Suck. Bah, c'est ça. Et peut-être qu'il faudrait faire pour que les gens chantent point, puis le jour où il revient vers la lumière. Pour moi, l'idée de ce clan-là, c'est que ça va permettre à Braun Breaker d'être au main event dans peut-être 1 ou 2 ans. Ouais, c'est bien parce que finalement, moi, j'avais peur pas peur, mais qu'il refasse un peu la même chose, que ce soit du réchauffé avec la carrière de Gunther. Oui. Je perds le titre intermédiaire et je me dirige tout de suite vers le gros titre. Là, c'est bien que justement, il va être dans un clan, ça va lui laisser le temps de continuer à progresser. Et en plus, c'est un peu surprenant que ce soit lui qui soit mis dans ce clan-là, parce qu'en fait, là, les gens, il était tellement exposé, tellement cool qu'il avait un peu un rôle de tweener, il était pas vraiment heal, quoi. Il était vraiment. Mais lui, il fera je pense que, alors, on a complètement dégraissé, là. Oui, mais la discussion est intéressante. Mais par contre, moi, je pense que lui, ce sera l'un des catcheurs qui va faire un face-off organique. Tôt ou tard. Bien sûr, parce que rien que déjà là, il était déjà tiré par le public. Mais quand il fait son spear sur Carlito, t'es obligé de faire waouh. Ouais, bah, bien sûr. Carlito. Comme on le dit souvent, et comme d'autres l'ont dit avant nous, un casseur de tête. Ça restera toujours fascinant. C'est fascinant. Je suis d'accord avec toi. On passe à la question suivante. Question suivante, mon ami. Le 8. Alors, le 8. Ouf. Pourquoi la paille bombe de CM Punk a une telle aura encore aujourd'hui? Est-ce que c'est un pour toi des meilleurs moments de l'histoire du catch? Ben, de l'histoire du catch en entier. Moderne? Ouais, plus de l'histoire moderne et de l'histoire de la WWE endormie, comme je le dis souvent. Parce que l'époque 2010, pourtant ça se passe très tôt, on va dire de l'ère Cena, de l'ère PG era Cena, on pouvait pas s'attendre à un moment comme ça. C'est quelque chose qui sort totalement de l'histoire avec le bon mec, parce que c'était le bon mec. On sait qu'on lui a laissé faire parce que c'est pas une shoot, c'est une work shoot. Ça a quand même, elle a quand même été préparée avant. On lui a dit, vas-y, t'es en roue libre, mais on va contrôler, quoi. C'est Vince McMahon qui a quand même décidé, c'est quand même que dingue que Vince McMahon a autorisé ça. C'est juste dommage que dans la suite, pour moi, ça aurait pu être vraiment légendaire si ça avait été bien booké après. Le fait qu'il y ait eu des couacs après et que des retours trop vite et des trucs comme ça fait que ça gâche un peu ce moment. Mais c'est génial, c'est personne s'attend à un truc comme ça. Et la promo est génialissime, et en plus, elle est très perturbante, parce que c'est pour ça que les gens se posent encore des questions aujourd'hui. C'est parce que CM Punk commence à parler de quelque chose, et il se fait couper.
Et ce qu'il allait dire, on ne sait pas ce qu'il allait dire. Alors, est-ce qu'il a fait exprès pour teaser, pour pas qu'on l'entende, ou vraiment, il y avait vraiment un truc de fou, et là, on lui a dit non, vas-y, arrête. Là, maintenant, ça, par contre, il faut pas le dire. Parce qu'il dit quand même qu'il attend la mort de Vince McMahon, qu'il attend de voir ce que ça donnera quand son con beau-fils et sa fille reprendront, ce qui est arrivé maintenant. Et en fait, il commence à faire une promo en disant, ah, vous voyez, toutes les campagnes qu'on fait, là, sur l'anti-harcèlement, machin, alors que Vince McMahon, et là, ça coupe. Et c'est ça qui marque le truc. Quand tu connais l'histoire de Vince McMahon actuellement, tu te demandes quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que cette promo, elle est hors du temps. Elle a rien à foutre, justement, dans cette période PG. Et c'est pour ça que ça marque autant les gens et qui fait que ça a transformé CM Punk en l'une des plus grandes stars du catch, mine de rien. Même si, moi, je fais partie des gens qui ont été déçus quand il est parti parce que c'était un de mes catcheurs préférés. Bah, quand il est parti, on en avait parlé. Moi, j'ai l'impression qu'il avait abandonné les fans. Moi, je l'ai pris comme ça. Et ça, il a joué beaucoup quand son retour à la AEW. Justement, ils en jouent là-dessus. En disant, oui, t'as abandonné les fans. Justement, les mecs qui sont rivetés contre lui, ils l'ont refait après. En disant qu'il avait ghosté Seth Rollins et que Seth Rollins, en fait, c'était un fan et qu'il attendait sur lui. Et qu'en fait, il l'avait laissé tomber. Et j'aime bien qu'il joue toujours là-dessus. Et que lui-même joue là-dessus. Et que maintenant, comme il est corporate, les gens l'adorent toujours autant. Mais en fait, il s'est un peu trahi. Donc en fait, il y a plein de choses à raconter par rapport à ça. Il est totalement corporate maintenant. Ah oui, là, totalement. Là, c'est beaucoup de gens, ils l'appellent Punk Cena. Hein. Ouais. Là, le seul truc en fait, il est devenu John Cena. Le seul truc qui pourrait pertinent. Le seul truc qui pourrait là le faire chier, c'est que Vince revienne, par exemple. Ce qui est impossible, hein, mais impossible. je veux dire. Mais même Triple H le détestait parce que je rappelle qu'il est parti parce qu'il a refusé d'affronter Triple H à WrestleMania. Avec une de mes phrases préférées que tu as déjà dit. Oui, c'est pas moi qui ai besoin d'affronter Triple H, c'est Triple H qui a besoin de m'affronter moi. Et le pire, c'est que je suis d'accord. Ouais, à l'époque là, c'est Triple H sortait de plusieurs défaites. Il sortait de storyline un peu bête, machin, il était plus trop pertinent, il avait plus un rôle backstage télé, et donc en fait, il voulait prendre l'overness de Punk qui était vraiment très haut, et c'est vrai que CM Punk, je le redis, c'est pour ça que ça faisait partie de mes catcheurs préférés, le run de Punk de 2013 à 2014, c'est l'un des meilleurs runs de catcheurs aux États-Unis. Ever. Ah, quand même. Il est intouchable. In-ring, à ce moment-là, il est intouchable. L'aura qu'il dégage, elle est exceptionnelle. Et pourtant, le gars n'a pas le physique, le machin des grosses autres stars qui ont des auras. Ouais, c'est vrai. Le mec, il dégage quelque chose. Mais il dégage quelque chose, il est charismatique, vraiment. Et on le voyait même avant. Et que c'est pour ça que c'est ouf que ce mec-là, quand même, réussit à être main eventer. Il a toujours eu l'aigreur parce qu'il a pas eu son main event. Enfin, il l'a eu. On en parlera peut-être, voilà. Aujourd'hui, je sais pas. Voilà, mais c'est pour dire. Mais il est le gars même avant la Strategy Society, son personnage est exceptionnel quoi. C'est vraiment, il est captivant en fait. Il arrive à avoir les fans dans sa main et il les a toujours. J'adore ce mec. Il les a toujours. Moi d'ailleurs, avant qu'on passe au sujet suivant, il y a 3 choses que je vais vous dire d'aller voir de CM Punk. Au-delà des matchs, pour ceux qui sont peut-être moins au fait de tout ça, la paille bombe, on peut la retrouver. T'es d'accord? Je suis d'accord. C'est un Raw en 2011. En Raw 2011, avant Money in the Bank 2011. Tu tapes paille bombe de CM Punk. Elle est gratuitement sur la chaîne de la Tu peux retrouver aussi, deuxième chose, tu peux trouver Cult of Personality, le thème song de CM Punk, avec lui en plus la paille bombe à l'intérieur. Ouais. C'est exceptionnel. J'adore ça. Ça, vous pouvez le voir, c'est très sympa. Et moi, je vous conseille d'aller voir aussi une vidéo de Stury, où quand il décrypte la joute verbale qu'il avait eue avec à la AEW avec MJF. Bah, j'allais en parler justement. Je pensais pas que t'allais le dire. Tu vois. Ah, j'adore. On sait que son run à AEW fut une catastrophe à cause de tous les problèmes backstage parce que c'est quand même quelqu'un de très vocal et qu'il réagit très très mal à plein de choses et qu'en fait le backstage et on va dire l'environnement de la AEW n'était pas fait pour lui. Il doit être dur à vivre quand même. Il doit être très dur à vivre et je pense il y a pas sur ce truc-là, c'est pas que lui le problème, c'est un problème cumulé. Donc il a une part. On le voit avec certains catcheurs qui reviennent aujourd'hui. C'est ça, il a une part de faute, mais les gens qui étaient autour de lui là-haut ont aussi beaucoup de fautes. Mais son truc avec MJF. Allez voir même vraiment si vous avez l'occasion, allez voir toute la rivalité. Ouais. C'est vraiment le meilleur truc qu'il ait fait à la WWE, c'est sa rivalité avec MJF qui est vraiment parfaite. De A à Z, et que ce soit les matchs, que la storyline. Les promos sont magiques. Moi je vous conseille vraiment le Dog Collar match. Ouais. Où ils sont attachés par le collier de chien avec la chaîne face à MJF. Allez voir ce match. Ouais, je disais Stury parce que si vous êtes comme moi des quiches en anglais, je trouvais que l'émission de Stury à propos de ça, elle était vachement bien. Elle est bien, ouais. C'est une des rares que j'ai écouté plusieurs fois, enfin des rares. J'aime bien Stury, hein, c'est pas une critique, mais je veux dire Stury, c'est du contenu qui passe très vite.
Et si tu rates l'émission, c'est compliqué. Tu penses pas toujours à y retourner. Oui. Celle-là, je me rappelle que je l'ai écoutée 3, 4, 5 fois parce que j'ai adoré. Oui. Voilà. Mais ça y est, c'est toi qui décides quand on passe au numéro. Bah, numéro suivant. Le 7. Le 7, comme la faussette. Alors le 7. Ouais, j'avais bien compris. Le 7, je pense qu'il va te falloir un petit temps de réflexion. Ok. Tu es prêt? Je suis prêt. Quel catcheur de la WCW, jamais embauché par la WWE, aurait peut-être eu sa place dans la fédération de Vince McMahon? Bah, Sting. Non, il est venu. Oui. Il est venu. Oui, il est venu, mais 15 ans après. Si tu parles, moi, je parle au moment du match. Non, moi je te parle sans forcément penser au main eventer. Moi j'ai un nom en tête. Ok. Alors je te laisse réfléchir au tien. Ouais, mais il faut pas faire de blanc. Donc. Eh ben, réfléchis au tien, mon ami. Je te laisse aller fumer une cigarette, va réfléchir. Alors, Messiah est revenu. Moi, je viens de me taper l'intégrale des 40 WrestleMania d'affilée pendant qu'il réfléchissait à la question. Donc, je te la repose. Quel catcheur de la WCW qui n'est jamais passé à la WWE, cette dernière aurait peut-être dû prendre? Alors, bon, je me suis refait un peu tout le ressort WCW un peu en speed. Pour ça que c'était long. C'est pour ça que c'était un peu long. Je peux pas te citer un main eventer. Bah, ils sont tous venus. Parce qu'en fait, ils ont tous fait la T'as passerelle. dit Sting, mais ils sont tous, il y a été 13 ans après. Mais il y a quand même été. Donc, ils ont tous fait la passerelle. Attends, si j'avais entendu la réponse Sting, c'était trop facile. Oui. Excuse-moi, hein. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais même après en traite. Donc, du coup, si tu veux, je peux te citer 2-3 mid-quart d'heure. Ouais. Que t'aurais vu avoir un passage à la WWE. Ouais, je pense à un run sympa ou un personnage vraiment sympa. Ok, vas-y. Donc le premier, c'est un petit amour pour moi. C'est un catcheur mexicain, mais qui est pas portrayé comme un catcheur mexicain. C'est pas portrayé comme un luchador classique. Bah si tu me dis, vas-y. C'est Vampiro. Voilà, moi j'ai toujours cru, j'ai jamais su que c'était un Mexicain, pour te dire la vérité. Ouais, bah oui, parce que tu as pu savoir sa carrière au Mexique. Ouais. Donc parce que il a quand même un personnage assez de ouf avec sa peinture, tout ça. Il a un bon catch. Et je pense qu'il aurait bien fité à la WWE parce que justement son personnage sortait un peu de l'ordinaire. Donc, il aurait pu avoir une petite rivalité avec l'Undertaker, par exemple. Ah, lui, ouais, il aurait pu, vu qu'il a une rivalité avec Sting. Hein. Ouais, voilà, c'est... Même, ils avaient fait une rivalité avec les 3 démons. Parce qu'il y avait aussi le démon de Kiss qui était là. Oui. Qui est, maintenant que je suis adulte et que j'ai vu des trucs, c'est une catastrophe absolue. Mais moi, quand j'étais petit, le démon de Sting, le démon de Kiss à la télé, j'adorais ce mec. Ah ouais? Ah, moi, forcément, moi, comment dire, le cara design, l'apparence de Kiss, je kiffais quand j'étais gamin. Donc du coup, de voir les 3 mecs peinturlurés en noir, blanc et noir, de les voir s'affronter et tout ça, moi, c'était génial. En tant que gamin, j'étais fou. Je comprends. Ouais. Ensuite, je peux t'en citer un. On a déjà parlé de Sturio, on peut en parler parce que il a réussi à remettre un peu de lumière sur ce mec-là, parce que on se souvient que du pire, c'est Kevin Sullivan. Ouais. Parce que Kevin Sullivan à WWF, si on l'avait laissé être créatif, pas pour faire un Dungeon of Doom, mais qu'on l'avait laissé être créatif un peu comme ce qu'il avait dans les territoires avec son clan ténébreux, machin, il aurait marché de ouf, lui, parce qu'il avait pas besoin de... Là, il avait... Comme Bray Wyatt, quoi, en fait. C'est ce que j'allais dire, ça aurait été Bray Wyatt avant Bray Wyatt. Exactement. Peut-être même en plus dark. Plus dark, il aurait même pas besoin de catcher, en fait. Ouais. En envoyant ces mecs. Ouais, c'est ça. Lui, il aurait marché, c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est pertinent, là. Ouais. En plus, j'aime bien Kevin Sullivan. Je suis content que, justement, il soit un petit peu réhabilité maintenant. Ouais, c'est cool. Plus pour le personnage créatif que pour le catcheur. Oui, et qu'il n'a pas fait que le Dungeon of Doom qui était à chier. Voilà, c'est bien, justement, de remettre un petit peu de lumière là-dessus, parce qu'on se souvient surtout du Dungeon of Doom. C'est ça. Voilà. Donc voilà, j'ai cité 2 noms. Je suis bien content, parce que c'était pas facile comme réponse. Hein. Non, il a fallu 2 paquets de clubs. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dire des catcheurs de la ECW? Je te laisse répondre à la question suivante. Yes. Le 11. Alors, le 11. Pas facile comme réponse. Ouais. Est-ce que Chad Gable n'est pas l'un des gâchis les plus monumentaux de ces dernières années? Ah, j'ai envie de te dire oui. Si t'oublies Grand Americano, Ouais. pour l'instant, on sait pas où ça va mener. Oui. Mais lui, quand tu vois ce mec... En fait, le truc, c'est que quand déjà il est arrivé très tôt, il est arrivé en pleine Air Vince après NXT. Son équipe avec Jason Jordan, c'était génial ici. Bon, après, ils ont voulu faire une soirée de merde avec Jason Jordan, il s'est séparé, ce qui a été dommage. Oui, c'est Jason Jordan, c'est le fils de Kurt Angle. Ça aurait dû être le fils de Kurt Angle. La storyline. Et lui, on a continué de le mettre en équipe et tout ça. Et en fait, il a toujours été mid-card, bad-card. Il y a eu la catastrophe Shorty G. Tu t'en souviens de ça? Parce que le mec est petit, donc on lui met un personnage Shorty G, petit. Shorty, ouais. On y a vraiment cru, là, quand il
Avec quand il a réussi à rendre Otis Hill et crédible, parce que j'ai vraiment adoré. Mais ça n'a pas duré parce qu'ils ont refait du comique derrière et on voit qu'il est très bon en comique. Là, il a tourné Hill, c'était génial face à Sami Zayn quand il a tourné Hill et tout ça. J'aurais bien voulu qu'il gagne, moi. Je faisais partie des gens qui voulaient qu'il gagne. Mais le clan American Made, je suis fan. Ouais. J'aime beaucoup. Même Otis, c'est un petit peu agachi dans ce clan-là. Ah oui. Par la WWE, je parle. Hein. Ouais, de la Fan Academy, ouais, bien sûr. Et là, maintenant, il y a une storyline un peu rigolote. Il arrive à le vendre très bien. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font le parallèle, et je suis premier à le faire. Vous avez un nouveau Kurt Angle, entre guillemets. Même si j'aime pas dire qu'il faut un nouveau, mais lui, c'est son héritier direct. Moi, c'est simple. Tu me permets? Vas-y. Si je pouvais booker n'importe quel match de catch avec n'importe quel catcheur pour un WrestleMania, par exemple, tu vois, fantasy booking total, mon opener, Chad Gable, Kurt Angle. Ouais, vraiment, un passage de flambeau, quoi. Ouais, mais mon opener, tu vois. Ouais. Bah, tu sais, au lieu d'avoir fait Baron Corbin contre Kurt Angle pour le dernier match, ils ont pu mettre Chad Gable, là, si vous voulez. J'aurais aimé. Ouais, franchement, j'aurais aimé. En plus, il a une shape, Chad Gable. Ouais, il a une shape jamais vue, quoi. C'est un truc de fou, hein. Il y a pas un poil de gras sur son corps. Bah, moi, c'est Kurt Angle. Je suis désolé, je vois Kurt Angle. Pour moi, et c'est pour ça que je dis l'héritier de Kurt Angle, parce que in-ring, il est intestable, il est technique, là, en grande americano, désolé, on casse le kayfabe. C'est lui? Oui, voilà. Ah, j'avais pas compris. À WrestleMania, il nous tape quand même un somersault 450 qui finit sur un senton. C'est un des meilleurs moves. C'est un truc de fou. Le mec Easy, c'est un peu, en fait, c'est le fils, on va dire, c'est le fils illégitime de du catcheur Chris Benoit et de Kurt Angle, parce qu'en plus il est Gatebut maintenant, il les fait parfaitement. C'est German Suplex, ça fait partie des meilleurs du business, même quand on lance la japonaise limite. Il est fou ce mec-là. Et on se rend compte qu'en plus, au micro et en comique, il est génial. Il a tout. C'est vraiment l'héritier du total package de Kurt Angle, mais chez un défaut. Donc, j'espère qu'il sera poussé. On verra bien. On va laisser le temps. Je vais leur laisser le bénéfice du doute. On en parlera peut-être dans quelques années. Pour voir s'ils l'auront foiré jusqu'au bout. Parce que je me dis aujourd'hui, il a clairement pas la carrure pour aller chercher un titre mondial. On est d'accord? Il peut. Non, mais en ce moment. Non, maintenant, c'est un peu trop stack. Voilà, il faut laisser le temps continuer. Mais par contre, un titre intermédiaire, oui. Oui, là, il le faut. Il faut qu'il en ait un. Il faudrait qu'il aille chercher. Là, ça fait trop longtemps, là, le titre intermédiaire, il aurait dû le coucher. Arrive. Et là, le pire, c'est qu'il va probablement prendre la tête intermédiaire, sous le nom de Grande Americano avant Chad Gable, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui va être fou, en fait. Et mais bon, après, je me dis, parce que ce mec-là n'a jamais eu de match 1v1 à WrestleMania. Ouais, si on compte pas Americano. Ouais, sous son nom, tu dis. Ouais, sous son nom. Voilà. Mais par contre, vas-y, va, et puis dégomme squash Jacob Fatou, et puis voilà, c'est non. Moi, j'attends de voir où ça va emmener la storyline d'El Grande Americano. J'avoue que je suis bon public. Moi, ça me fait rire. J'attends de voir là, il était blessé, mais j'attends de voir le match face à Mysterio. Franchement, j'attends quand même. Mysterio, ça a l'air d'être quand même relativement grave, sa blessure. Hein. Ouais, donc on verra si. On va pas le revoir tout de suite. On va voir s'ils pourront le faire. Là, il a l'air de se tourner face à Penta, forcément, comme il a battu son frère. Ouais, mais après, c'est pareil. C'est le genre de booking compliqué. Penta qui vient d'arriver, qui a une bonne hype, qui est. Non, mais maintenant, Penta, il a déjà perdu et tout, donc maintenant, il peut perdre de match. Il peut reperdre. Là, maintenant, il commence à bien être implanté, ça marche très bien. Bah, par contre, pour Penta, alors, on digresse 30 secondes, est-ce que pour Penta, la blessure de Mysterio n'est peut-être pas une bonne chose? Parce que là, la place du Mexicain masqué, elle va un peu être disponible. Là. Bah oui, parce que déjà, ça a donné un match à Refinis qui venait juste d'arriver, donc ça, c'est cool, au final. Parce que toi, tu dis toujours que pour qu'un catcheur mexicain réussisse à la WWE, il faut l'éloigner le plus possible de Rey Mysterio. Je le maintiens. C'est tes paroles, ça. Donc, j'avoue que Penta, ça peut lui mettre un bon petit programme. Wait and see, j'ai envie de dire. Ouais, on va voir. Ouais. Mais j'espère vraiment qu'ils en feront quelque chose parce que moi, Chad Gable, et j'en discute un petit peu avec des gens sur les commentaires, ou même aussi, je discute souvent avec un youtubeur de boxe qui est très pointu, c'est Sendo Pakayo. Vous pouvez le trouver. Et lui, pareil, quoi. Il me dit, ouais, Chad Gable, ça me fait mal au cœur. Ouais, bah, moi, je partage cet avis-là, et j'en parle souvent avec mon colocataire, et je t'en ai déjà parlé. Je le dis, mon truc préféré à la WWE actuellement, c'est Drew McIntyre. Mais juste en dessous, c'est Chad Gable, quoi. Ouais, bah voilà. Et je suis content qu'il y ait eu un WrestleMania. Même si c'est pas son nom, je suis content quand même. Mais il le joue bien, alors que pourtant c'est ridicule comme Kurt Angle. Bah voilà, mais il le joue il prend le truc à bras le corps, quoi. Lui, il met un masque de luchador, comme Kurt Angle mettait un masque de lutte, un masque de lutte avec une casse de lutte avec une perruque, voilà. Et pourtant, on adorait. Ouais, c'est clair. Question suivante. Si tu tires le 5, on se le laisse pour le prochain numéro.
D'accord? Parce que je crois que tout à l'heure, t'as tiré le 5. Oui. C'est mon numéro troll. Comme d'habitude, les amis, vous savez très bien que c'est la question pour laquelle je me surpasse le plus. Hein. Voilà, il m'a prévenu sans me dire c'est quoi. Il m'a dit si tu tires le 5, on le met de côté. Alors, tu tires un numéro normal, tu réponds, on fait le 5, et après le troll, on fera une petite pause. Ça me va. Allez, c'est parti. Le 5, t'as tout compris. Le 13. Bah justement. Mon chiffre de la roulette. Et ben justement. On en a parlé un tout petit peu quand tu réfléchissais avec les catcheurs de la WCW. Oui. Est-ce que Big Van Vader aurait dû toucher le titre à la WWE? 100% oui. Alors déjà, qui est Vader? Alors, parce que c'est pas le méchant de Star Wars. non. Alors Big Van Vader, c'est l'un des meilleurs big man de toute l'histoire du catch. C'est un monstre. Il est un personnage de ouf. Parce que avec son masque, son gabarit, il faisait des trucs de fou pour son gabarit. Son entrée, elle est exceptionnelle. Toutes ses entrées. Et en fait, c'est l'un des rares gaijin qui est une méga star au Japon. Ouais. Du coup, le terme gaijin, c'est au Japon, c'était un monstre. Un monstre absolu. C'est l'un des premiers à avoir touché le titre IWGP en tant que gaijin. Pas le premier, hein, il y en a d'autres, mais c'est un des plus marquants. Il a été poussé en tant que Monster Heel, donc il a affronté des Anthony Inoki, tout ça. Même si son arrivée, si tu veux, je peux te raconter ça va. Si ça prend pas. Ça prend pas des masses. En fait, on est dans l'un des, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est dans l'un des derniers shows d'Inoki. Inoki faisait une tournée d'adieu. Donc Inoki, on est en quelle année là? Dans les années 90? Dans les années 90, ouais. Donc Anthony Inoki, qui est le créateur de la New Japan, j'avais déjà dit, donc un dieu au Japon. C'est vraiment le visage du catch au Japon. Et dans sa fin de carrière, il voulait pousser les gens. Et en fait, il devait affronter l'un de ses élèves et aussi l'un des plus grands champions de tous les temps, Tatsumi Fujinami. Et ça devait être l'un de leurs derniers matchs. Peut-être je me trompe sur l'adversaire, c'est peut-être pas dans ce match-là, mais on va dire que c'est ça. Et le match finit en match nul. Et donc du coup, il dit je ne te retoucherai plus jamais le titre si j'arrive pas à battre. Donc il n'arrive pas à le battre. Et d'un coup, on a l'un des... Pour ceux qui regardent le joueur du grenier. Vous vous en souvenez de Takeshi, le jeu japonais qu'il a fait, voilà. Oui. Takeshi Castle, tout ça, ce mec, en fait, c'est un numériste au Japon, il est complètement fringué, et il a une grosse personnalité. Il arrive. Donc les gens, déjà, ils sont pas très contents, parce qu'au Japon, le Japon, à l'époque, c'est sportif, hein. On mélange pas les gens. Pas. Ouais, Du coup, quand ils voient ça, ils huent un petit peu, et c'est le mec-là qui introduit Vader, qui défie Anthony Inoki, et qui le bat en 3 minutes, et qui le défonce. D'accord, ouais. Donc, il a fallu départ d'émeutes dans la salle, des coussins, des feux et tout ça. D'accord, ouais, ça ok. vraiment C'était la folie, ouais. parce que les gens voulaient pas ça. Et Vader. Et derrière, Vader, on a un peu voulu à Inoki d'avoir présenté comme ça parce qu'il pensait pas que ça allait partir en steak. Mais derrière, il lui a tout donné. Il a été champion, il a affronté les plus grands, des Riki Choshu, des machins comme ça. Donc il a vraiment cartonné. C'est un gros champion en fait, c'est le gros champion après le départ de Ric Flair à la WCW. Donc à 92. Ouais, c'est 91, ça. De 92 à 93. Ouais. C'est le gros champion. Parce qu'en fait, comme Lex Luger, ça marche pas aux yeux des fans. Bill Watts, qui était le booker à l'époque, décide de mettre le titre sur Vader. Il va avoir une rivalité de oufissime. J'en ai déjà parlé face à Mick Foley. On en parlera dans une ça doit envoyer du pâté, les deux. Ouais, bon, alors c'est du bourrin fini. Et c'est lui qui fait le passage de flambeau quand Ric Flair revient à la WCW. Il affronte Vader dans l'un des meilleurs Starcade et un match émotion de fou. Mais pourtant, on n'a pas beaucoup de souvenirs de son passage à la WWE. Parce que c'est un raté de A à Z. Le truc qu'on se souvient le plus, c'est qu'il a mieux marché, c'est son arrivée. Parce qu'en fait, à son arrivée, il se blesse. Et donc, du coup, il fallait le mettre hors des écrans le temps qu'il refasse sa blessure. Et il défonce Koria Monsoon, qui était le président de la WWF à l'écran. Oui, à l'écran, ouais. Et du coup, il le défonce. Donc, c'était l'une des premières fois où un catcheur attaque la figure d'autorité et qu'il le met en PLS. Et il le démolit. Et surtout que Koria Monsoon était une institution quand même, en plus assez âgée et tout. Donc, le voir un monstre le dégommer comme ça, c'était génialissime. Et pour revenir sur ta question de base pour la prise de titre, parce qu'il l'a jamais vu, il aurait dû battre Shawn Michaels à SummerSlam 96. Parce que quand on dit que même que Sid a été champion, qu'il y a pas mal de mecs comme ça qui ont été champions, Vader, c'est quand même une tâche qu'il n'a pas été, quoi. Ah ouais, il y a l'histoire. Parce que il rate un spot dans le match qui est très bon, le match est très bon, mais comme Shawn Michaels à l'époque, c'est la prima donna parfaite, drogué, dépressif, tout ce que vous voulez. En fait,
il casse le kayfabe dans le match en crachant sur Vader, il fait une Randy Orton face à Kofi Kingston, quoi. Ouais, quand on en a parlé dans Ouais, notre il sur insulte, il dit, mais t'es vraiment un gogol, t'as raté, machin, Donc, vraiment pas très pro. Et je sais pas si ça a été décidé en amont que Vader n'allait pas gagner, mais c'est possible que durant le match, Shawn Michaels a dit non, je donne pas le titre à lui. Mais bon, il y a aussi Et l'histoire. et il y a une autre affaire. Mais ça, je sais pas si c'est vrai. Ben, moi, de ce que il y a beaucoup de catcheurs qui en ont parlé, et c'est Bret Hart qui l'a dit après les rumeurs. En fait, Vader est quelqu'un de très superstitieux dans la vie. Léon, de son prénom. Et en fait, il avait la tic, il avait une manière il avait une superstition, c'était de jamais laver sa tenue de catch. Comme beaucoup de footballeurs américains qui nettoient plus leur calbut quand ils gagnent le Super Bowl. Voilà, et donc Vader, il aurait ça, et donc du coup de l'affronter, ça puait. Donc il y a beaucoup de gars qui voulaient pas l'affronter. Et l'autre truc que je pense qui les dérangeait beaucoup plus, c'est que Vader, c'est un bourrin. Oui, il était stiff. Et que du coup, il leur faisait mal. Il a quand même réussi à faire mal à, comment il s'appelle? À Ken Shamrock. Ouais, ah oui. Faire mal à Ken Shamrock, il faut y aller quand même, hein. Voilà. Voilà, un des visages marquants du UFC. Un peu limite sa shape à Ken Shamrock. Voilà, un peu limite. Donc, et en fait, beaucoup de catcheurs avaient peur d'affronter Vader parce que... Il faisait mal. D'accord, ok. Parce que, en plus, il avait l'habitude de catcher comme au Japon, où il faut rendre le truc le plus crédible possible. Mais au Japon, ils ont tendance à être plus stiff, non? Oui, plus stiff, ouais, parce qu'en fait, ils veulent rendre le truc comme un sport de combat à l'extrême. À tel point il est stiff, on va parler de cette anecdote, je pense que j'ai deux anecdotes avec Vas-y. Et après on s'arrêtera là. Vas-y, c'est bien, je suis content. Donc la première, c'est que quand il affronte Stan Hansen au Japon, donc notre ami Stan Hansen, j'en ai déjà parlé, c'est l'un des plus gros brawlers de l'histoire. C'est pas avec JBL? Si, j'en ai parlé avec JBL, vu que c'est une inspiration, et j'en ai parlé aussi dans la vidéo d'Orton sur les coups d'accordage que je préfère. Oui. Parce que ça reste Stan Lariat, surtout que Stan Hansen est gaucher, je suis gaucher, donc j'aime bien. Et Stan Hansen, j'avais déjà dit, c'est l'un des plus gros bourrins dans le ring, vraiment ultra stiff, il cassait la gueule aux Japonais et tout ça, c'est un des Gaijin qui a aussi mieux marché au Japon. Et en fait, il était plus stiff que les autres, c'est parce qu'en fait, il avait des yeux. Ah oui, foutus. Tu l'avais dit, tu l'avais dit ça, tu l'as déjà dit. Foutu, donc du coup, il évaluait mal les distances. Donc ça veut dire quand il vous mettait de l'arrière dans la gueule, tu la prenais vraiment dans la gueule. Et un jour, il affronte Vader au Japon, donc match de costaud, hein, là vous avez des bons bébés. Ah bah, il a fait sortir l'œil de l'orbite à Vader. Donc l'œil de Vader, la vidéo, vous pouvez aller la voir si vous n'êtes pas une âme trop sensible. Moi, je peux pas. On voit l'œil qui sort de l'orbite de Vader. Donc déjà, on se dit, ouais, le bourrin. Et là, on voit que Vader est badass parce qu'il se remet son œil en place. Oh putain de bordel de merde. Oh la vache grelotte, ça picote. Autre anecdote où il y a un truc où s'il faut être âme sensible, il faut pas avec Mick Foley, non? Avec Mick Foley. Donc c'est un match en Allemagne. Et c'était un arbitre français. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Où Mick Foley, à l'époque, il aimait bien faire un spot vraiment pas dangereux. Hein. Mick Foley. Voilà. De s'enrouler la tête autour des deux cordes. Donc passer par-dessus la troisième corde, mais s'enrouler la tête entre la troisième et la deuxième corde. C'est sympa ça. Donc le mec est pendu et étranglé en même temps. Tout va bien. Et sauf qu'en fait, en voulant sortir de là, avec Vader qui vient vers lui et tout ça, et ben en fait, ça a coupé l'oreille de Mick Foley. C'est comme ça qu'il a perdu son oreille. Et la légende dit que l'arbitre l'a mis dans sa poche. C'est vrai. C'est pas une légende. C'est pas une légende, on le voit l'arbitre. Il vient à côté, il prend l'oreille, il la met dans la poche. C'est une folie quand même. Non, c'est un Mick Foley. Ah bien joué. Donc voilà, deux anecdotes pour vous montrer la badassitude et de Vader. Bah, Vader et un peu Mick Foley, là, quand même, tu as dit. Ah oui, bien sûr. Bah, il faut un adversaire hein, pour tenir la dragée. Alors là, question suivante. Oui. Tu es prêt? Donc, numéro 5. Alors là, je te jure que je me suis creusé la tête. Tu es prêt? Je suis prêt. Respirez, les amis. Je vous invite à baisser un petit peu votre son. Oui. Parce que là, Messiah va éclater de rire. Tu réveilles pas le gamin. Non, promis. Question troll. Combien de grammes avait Steve Austin au dernier WrestleMania? Oh mon Dieu, c'est un génie absolu. J'en pleure les amis, je suis désolé. Je sais qu'on peut pas faire de blanc dans cette émission. Je suis désolé. Il faut que je reprenne mon souffle. Est-ce que j'ai besoin de répondre en vrai? Alors, non mais, parce qu'en fait, on est bien d'accord que quand il rentre avec le quad...
Faudra que je m'excuse dans les commentaires pour ce petit moment de flottement entre la trappe. Vraiment, mettez un annonce, faites une statue en or de Thomas pour cette question, vraiment. C'est ma question troll préférée depuis qu'on fait des vidéos. Il me l'a teasé, il m'a dit attention la question troll les amis, Messiah tu vas vraiment rigoler, et je pensais pas ça, vraiment pas. Non mais parce qu'en plus, alors on va quand même en parler un tout petit peu 30 secondes. Quand il vient en quad, on est d'accord, il est pété comme un âne. Pour moi, il est bourré comme jamais, hein. Il est pété comme Jaja. Parce C'est que honteux. il éclate la barrière, il aurait Mais pu avant laisser quelqu'un. non mais t'as vu les images sortir? Oui, non, on a l'impression qu'il y a son thème, on le voit pas arriver, on se dit mais merde, qu'est-ce qu'il fout? Bah en fait, il avait déjà planté quad avant l'entrée déjà. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. T'as pas vu? Non, il s'est bloqué le quad dans le stage pour pouvoir monter. Et je termine moi je pense qu'il a fait exprès, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que nous on a toujours rigolé avec Steve Austin, toi et moi, on a toujours pensé au mec qui était chargé de virer les trucs que Steve Austin ramenait en roulant. Oui. La grue, le monte-charge, le Le quad. camion à bière. Voilà, le camion à bière. Bah, je pense qu'en fait là, il a rappelé ce mec-là pour venir enlever le quad. Non, mais par contre, il aurait pu avoir un drame. Déjà. Et puis Nick Khan, il était pas serein quand il Ah va voir ouais, les gens à quand il côté. parlait les gens. Et je pense que ces gens-là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont peut-être leur place à côté du mec en vert pendant facile 10 ans. Hein. Ah, parce qu'il aurait Parce qu'on est aux États-Unis, les enfants. Hein. Ouais, ça. Non, mais les- de toute façon, il y a certainement procès. Ah, les procès et tout ça. Ouais. Certainement, les gens vont faire procès. Donc je pense que eux, ils ont leur place à Mania pendant facile 10 ans. C'est vrai que ça aurait pu être grave. On en rigole aujourd'hui. Bah, Ouais. toi, t'as pleuré. Je suis fier de Ah moi. ouais, non mais. Je Mais, suis pas prêt. Hein. Ah oui. Mais voilà. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est que nous, on fasse une petite pause. Vous, les amis, vous nous excuserez pour le blanc, mais vous savez très bien qu'il y a toujours une petite question troll. Ouais, voilà. Désolé, mais là, c'était un vrai fou rire. Celle-là, voilà. Écoute, on passe au numéro suivant dans quelques minutes? Oui. Allez, c'est parti. Si vous mettez pas un j'aime, un commentaire et vous vous abonnez pas avec le fou rire qu'on vient d'avoir, c'est que vous êtes quand même pas sympa. Ouais, On franchement. passe au numéro suivant. Au numéro suivant. Il y a plus de questions troll. Hein. Ouais, je me suis calmé de mes émotions, ne vous inquiétez pas. Le numéro 9. Alors, le numéro 9. Ah ben alors, en fait, je voulais en parler de ça, parce que dans le tout premier FAQ premier style d'émission qu'on avait fait, on avait parlé de Ricochet et de Malakai Black. Oui. Et là, justement, on a le retour de Rusev et d'Aleister Black. Est-ce que tu penses que cette fois, ils vont être enfin utilisés comme il faut? Alors ça c'est complexe. Oui, parce que, excuse-moi, hein, mais ces mecs-là, c'est pas des main eventers, quoi. Normalement. La WWE, ils l'ont jamais été. Ouais. Et à la WWE, Rusev est un gros raté. Malakai Black avait une esthétique géniale. Un personnage de ouf. Il a fait monter d'autres mecs. Donc c'était top. Mais son utilisation reste quand même mauvaise. Bizarre, ouais. Bizarre. Je pense que Aleister Black, vu que c'est un Triple H guy. un Triple H guy, je pense que lui, il va avoir j'espère, un run vraiment sympa et bien utilisé. Ouais. Je ne sais pas si ce sera un mec qui sera main eventer, je ne sais rien du tout. Il aura le potentiel de faire de l'upper mid-card, je pense vraiment. Faut chier les gens avec leurs chiens, quand même. Excusez-nous les amis, dans la rue, il y a des chiens. Ah, là, c'est pas moi, hein, c'est Ouais. pas mon chien. Mais du coup, je pense que lui, il touchera peut-être le permis de card, peut-être des rivalités face à des champions. Je sais pas s'il sera champion un jour. Lui, j'y crois pour le coup, par rapport à son esthétique, tout ça. Même si ça fait bizarre de le voir intervenir face à The Miz. Je pourrais donner mon avis après? Oui, bien sûr. Merci. Et je vais passer un peu vite fait sur Rousseff, Ah, non, c'est bien. qui a maintenant un physique de ouf. Ah ouais. Que dans le promo package, la W, par contre, le peu de fois où il était, je trouvais son personnage génialissime. C'était Miro, hein, c'est ça? Miro, ouais, en tant que la deuxième gimmick qu'il a eu quand il était le Redeemer, donc le rédempteur, quoi. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais pareil, ça n'a pas été suivi, et je pense que lui, il voulait plus, il l'a pas eu. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Lui, il a un physique qui peut être main eventer pour le coup. L'apparence et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il va rester dans les cartes. Je sais pas pourquoi, j'ai pas le feeling comme quoi il va être haut dans les cartes. On sait qu'il y a souvent des retours dans les Raw du lendemain de WrestleMania. Mais là, celui-là, je le trouve, alors pas pourri, mais j'ai l'impression que c'est pas le retour qu'on va envoyer vers le main event. Bah, c'est un retour de mec un peu lambda, quoi. Il attaque les jobbers. Qu'on est content de revoir. On est content de revoir. Peut-être il aura des petits runs sympas, peut-être des rivalités sympas, je sais pas trop, mais j'ai pas le feeling comme quoi il va être poussé vraiment. Je vois pas Rousseff en tant que top de la compagnie, quoi. Alors moi déjà j'ai deux choses à dire et puis après on passera au numéro suivant tranquillement, mais j'ai deux choses que je tiens à dire. Je crois pas, mais alors pas du tout, au retour d'Aleister Black.
parce qu'en fait, je pense qu'Aleister Black en a rien à foutre. Il est venu rejoindre Zelina Vega. Tu penses vraiment qu'il a plus l'envie de... Je sais pas. Déjà, il a dit dans une interview qu'il lui restait plus de temps d'années que ça pour catcher. Il l'a dit récemment. Et je pense que ils sont en train de teaser. Je les sens bien que c'est le genre de personnes qui pourraient arrêter le catch pour partir vers une télé-réalité où ils teaseraient leur vie. Parce que déjà, sur les réseaux sociaux, quand Zelina Vega touche le titre, c'est le premier truc qu'elle a mis sur TikTok. Elle, avec Aleister Black qui lui fait un bisou, qui sont contents de se retrouver et tout. Et je me demande si ces mecs-là, si ces deux personnes-là sont pas en train de chercher un moyen de faire de l'argent autrement qu'avec du catch. Ah, peut-être. Alors, c'est moi qui suis putain. Ouais. Mais je ressens vraiment ça. Bah, j'espère que t'as tort. J'espère avoir tort. J'espère Parce que aussi. par contre, il y a un truc que j'ai regardé quand il est revenu, c'est le premier truc que j'ai regardé, c'est son entrée. Oui. Il n'y a pas eu le bruit de... Bah, évidemment, il n'y a pas le bruit de merde de cercueil qui crie, quoi. Heureusement, quoi. Ils ont mis de l'huile cette fois. Mais Ouais. tu vois, alors peut-être, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Moi, je le vois comme ça, mais c'est mon ressenti. Oui. C'est parce qu'en fait, j'ai souvent, des fois, je me dis, c'est ce que je vois souvent sur le premier avis. Ouais. Si je peux parler de foot 30 secondes, Vas-y. quand j'ai vu Sergio Conceição signer au Milan AC, gagner la Super Coupe d'Italie et fumer le cigare en dansant après 2 matchs entraînés au Milan, je me suis dit, il va se planter. On n'est pas loin du plantage. Parce que je le sentais pas. Tu vois, il y avait trop de vision, trop de machin, c'était pas ce que je voulais voir. Et ben là, Aleister Black, c'est un peu pareil. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il voulait, c'était retrouver Sa femme. parce qu'ils étaient loin l'un de l'autre, ils se voyaient peut-être pas assez souvent. Là, il la retrouve et je pense qu'en fait, son utilisation, eh ben, il va s'en battre les burnes. Si on m'utilise bien, tant mieux. Si on m'utilise pas bien, tant pis. Mais j'irai pas. Ou il va peut-être faire ce qu'il a fait à la EW au final, que pousser d'autres gens en fait. Ouais, peut-être. Il va être content d'être dans des rivalités pour pouvoir faire monter peut-être des jeunes ou des gens qui ont besoin parce que dans le in-ring, il est exceptionnel. Ah, moi, j'adore Aleister Black. Il est vraiment C'était pas une critique avec lui. Moi, c'est un ressenti. J'espère me tromper, mais complètement. Oui. J'espère. Et sur Miro, sur Rousseff, t'en penses quoi? Alors, sur Rousseff, Rousseff, c'est l'archétype à 100%. C'est rare que ce soit toi qui me poses la question. Oui. Je vois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ah, Le bah mec est parti de la WWE un petit peu en disant, on va m'utiliser comme une star ailleurs. Et finalement, bon, t'as pas utilisé comme une star ailleurs, quoi. Et ben moi je vais te dire un truc très très méchant et je vais parler d'une catcheuse. Je pense que Rousseff et du coup Miro, c'est un peu le même souci que Sasha Banks, Mercedes Moné. Ce sont des gens qui se voient beaucoup plus haut que Ouais. que ce qu'ils sont en fait ou ce qu'ils ont été. Sasha Banks, je pense que dans sa tête, pensait vraiment être la plus grande star féminine de la WWE. C'était pas le cas. Elle était bien Elle placée. est incroyable, bien J'adore, placée, tout ça. Elle est Sasha Banks. elle est charismatique. Complètement elle est trop d'accord avec forte dans toi. le ring. Mais elle en joue maintenant, donc peut-être qu'elle s'en rend compte, parce qu'elle en joue sur son personnage arrogant et tout ça. Mais du coup, elle est partie en claquant la porte, en se disant pareil, je vais être une méga star ailleurs. C'est une méga star. Elle a eu des runs au Japon, des trucs comme ça, c'est hyper cool. Elle a eu elle est pushée en tant qu'une méga star, mais ce n'est pas comme c'était dans la gimmick de Roman Reigns quand il est revenu, un needle mover. C'est-à-dire, L'aiguille qui bouge. Elle fait pas bouger les compteurs. d'accord, ok. Quand elle arrivait à la EW avec toute la présentation, tout le fait qu'on la surcouche, elle fait pas évoluer les ratings. Les gens se déplacent pas en masse, ils se disent pas waouh, Mercedes Moné. Non, elle fait partie du show comme les autres. Et dans sa tête, je pense qu'elle se voyait comme la plus grande star du truc. Même Et si je pense que Miro, à la EW, il a pas aimé son utilisation parce qu'il pensait être une superstar. être une superstar, genre main eventer de la promotion. Et ce qui n'a pas été. Mais je le vois encore plus pour Miro que pour Sasha Banks. Ouais. Parce que je pense que Sasha Banks, alors on adore, on a déjà dit, mais je pense qu'elle a le facteur. Si elle a pas le facteur X, elle a le facteur un petit peu avant. Elle l'a. Oui, elle l'a voilà, toujours. on est d'accord. Elle l'a toujours, mais en fait, peut-être que c'est la longévité, peut-être que le nom. Et en fait, le truc, c'est qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux et qu'en fait, elle prend un bashing complet et qui fait que ça doit jouer aussi sur le public à force. Parce que la AEW, c'est un public de smart, donc des gens qui connaissent, qui sont sur les réseaux et tout ça, et de voir la haine qu'elle reçoit, peut-être empêche de la faire éclater, et la AEW n'a pas la puissance financière, la puissance médiatique de la WWE pour l'envoyer dans les étoiles. Ouais. Mais par contre, tu vois, Miro, Rousseff, que j'adore, hein. J'aimais bien le personnage et tout. Mais physiquement et dans son cas, je l'aime. Déjà, moi, le mec catch pieds nus, donc déjà pour moi, c'est Bah, plus 10. Il l'a plus depuis longtemps. Avant, moi, quand il Ouais. catch pieds nus à WWE, pour moi, c'est déjà plus 10 parce que j'adore ça. Mais par contre, lui, je vois pas de facteur X.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu dis, toi, il te manque le facteur gros star. Pour moi, lui, le mec, pour moi, lui, on est à 100% dans ce que tu viens de dire. Le mec qui se croit plus beau que ce qu'il est réellement. Ouais. Sacha Banks, je peux le comprendre, surtout Snoop Dogg, Ouais, tout la ça. cousine de Snoop Je peux Dogg, comprendre ça. qu'elle, dans sa tête, elle se voit plus belle qu'elle est, mais elle est quand même à un niveau, excusez-moi, élevé. Au-dessus. Pour moi, Miro se voyait vraiment beaucoup plus haut que ce qu'il est réellement. Merci. Mais voilà, c'est tout. Et je suis content qu'on ait parlé un petit peu de Sacha Banks. Je suis content qu'on ait Bah, parlé je un petit trouvais peu que de tout ça. pour faire parallèle avec Rousseff, c'était le. Et je suis tout à fait. C'était un je suis peu complètement- alignement, quoi. Naomi, c'est ce qu'elle a cru aussi un petit peu quand elle est partie. Hein. Ouais. Elle s'attendait à être une grosse star dans d'autres fédérations. Elle a été. Mais Elle a bien. par contre, elle a bien été utilisée à la TNA. Elle a TNA, Ouais. mais elle a TNA qui est une fédération Bien en dessous. bien en dessous, même si gros respect pour la TNA et notamment pour le Et d'avoir repris le nom TNA. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, aujourd'hui, j'aurais plus de facilité à aller regarder la TNA maintenant que avant. Bien sûr. Tu vois. Ouais, Question suivante, mon ami. oui. Le 3. Le 3. Alors là, on va rester un petit peu dans l'actu. Ouais. Un petit peu, parce que j'ai envie qu'on en parle un petit peu. Mais pas vraiment pour les résultats et tout. Comment tu classerais aujourd'hui le dernier WrestleMania? Est-ce que tu le classes parce que, alors, rapidement, entre guillemets, je vais un petit peu augmenter ma question, un petit peu la développer, merci. C'est-à-dire, on entend tout sur les réseaux sociaux. Pire WrestleMania ever, ouais, n'importe quoi, tous les matchs, on savait déjà les résultats, bref, on entend plein de choses, tout et rien. Maintenant, aujourd'hui, 10-15 jours après le show, comment tu le perçois, ce show? Comme un bon WrestleMania, comme un WrestleMania de merde, comme entre les deux, comment tu le perçois? Bah, je le vois, il y avait pas mal d'affiches qui me parlaient déjà. Ouais. Mais, La carte était sympa. Voilà, il y avait quelques moments où la carte était sympa. Beaucoup trop inégale entre la nuit 1 et la nuit 2. Moi, les mecs qui ont payé 20 000 € ou 20 000 $ la place en nuit 1, pour moi, ils se sont fait douiller. Ils se sont fait douiller, ouais, parce qu'il y avait très peu de matchs qui valaient le coup. Mais, Même si tu le sais pas avant le show. oui. Mais bon, le Gunther, Non, Gunther, c'est en nuit 2, hein. Non, c'est en nuit. non, c'est l'opener de Ah la oui, c'est nuit. le plus de la nuit. Gunther Giuso, c'est quand même pas le meilleur match que j'ai vu de ma vie. Plus surtout pour la fin, je trouve que ça vient trop vite. Oui. Les quelques matchs qui suivent, je suis désolé, moi, c'est des matchs d'Euro. Oui, SmackDown. Je c'est suis ça, on désolé. s'endort un mais peu, ouais. Jacob Fatoul, Ellen Knight, j'ai bien aimé, mais s'il était pas à WrestleMania, qu'il y avait qu'un seul show sur une seule nuit, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pas été dérangeant. Ça aurait pas dérangeant. Tiffany Stratton, Charlotte Flair, il se fait bâcher le match. Oui. Alors que moi, j'ai relativement bien aimé. Moi, je trouvais que c'était un bon match, mais un poil trop long. Main event, on est là sur un de mes meilleurs main events. Mais par contre, voilà, c'est, entre guillemets, deux grosses affiches qui, sur le ring, c'est pas terrible, et le main event qui est exceptionnel. Oui. Mais le reste, c'est pas la folie, quoi. Donc, moi, mon point de vue, c'est que je dirais décevant. C'est un WrestleMania décevant, parce que j'avais quand même pas mal d'attentes. J'ai l'impression que c'est un WrestleMania un peu publicitaire, pour le coup. Ouais, Donc, du coup, mais ce qui est vrai. c'est Voilà, la après, c'est une entreprise, hein, c'est une entreprise américaine qui veut faire de l'argent, donc voilà. Quand tu On va vois dire qu'il y a qu'aujourd'hui, certains matchs attendus qui ont deliver comme je voulais. Donc, on va dire Rhea Ripley contre Bianca Belair. mais les trois premiers de la nuit 2, par exemple, Voilà, est génial. Le Drew McIntyre et Damien Priest, les deux sont dans un rivalité mid-card. Ils ont fait ce qu'il fallait. c'est un très bon match, très bon match. Jey Uso Gunther, très décevant. Bah, c'est le Très, match très qui est pas décevant. terrible, en Ouais, fait. le match est pas bon. La storyline, au final, je l'aime bien quand même, mais le match très décevant. Excusez-moi. Tiffany Stratton cherche faire trop long. J'ai Ouais. bien aimé le match, mais trop long. Le main event, celui de la nuit 1, pareil. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si le ceiling est mis un peu à la poubelle et tout ça. C'est juste que le star power du match est tellement bon. Et la fin, même si je faisais partie des gens qui s'y attendaient, Oui, oui. mais j'ai pas été déçu. Non, puis Dans même cette année, après, j'ai pas été déçu. après ce qu'ils en ont fait après à Raw, super. Augmente Le fait que ce soit pas mal. Et en fait, le truc est décevant, alors que je m'attendais un peu à ça. Mais l'exécution était mal faite, c'est le main event. John C'est Cena, contredire autre. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que John Cena, en fait, catch comme un heel, et qu'en fait, il en fout pas une, et que du coup, il se fout un peu de notre gueule. ça va bien avec son personnage, C'est de toute façon, ça. il dit qu'il veut casser Et le catch. on peut... le public fait ce qu'il veut, mais du coup, le fait que le public cheer John Cena dans ce match m'a gêné énormément. En fait, ça m'a sorti du match. Parce que j'aurais voulu que les gens huent, mais je peux pas décider à leur place. Bien sûr. Forcément. Et les gens qui s'offusquent de Travis Scott, on est à WrestleMania, hein. C'est pas le premier WrestleMania où les stars sont hyper mis en Mais avant. c'est normal. Donc, C'est normal. Donc moi, ça me choque pas. C'est pour quelqu'un comme nous, qui suivons le catch depuis très longtemps, on a toujours eu ça. Oui. Mais c'est juste que l'exécution était foireuse de A à Z, quoi. Son running, au mauvais moment, ça met trop de temps. Et qu'en fait, quand Cena gagne, c'est à plat, je trouve. C'est pas comme une explosion, même si c'est une victoire de heel, ça fait pas une victoire de heel vraiment marquante à WrestleMania. Ils se sont bien rattrapés avec sa promo le lendemain à Raw.
Ouais, et puis Randy Orton. et Randy Orton. Même si tu vois, Randy Orton, il y a un truc qui m'emmerde dans cette histoire-là. C'est qui, ça risque d'être un one shot pour perdre. Alors, c'est même pas ça que j'allais dire, c'est Ah. ce putain de poster de Backlash qui sort avant WrestleMania. Ah bah oui. Tu peux pas le on sortir savait. après Ouais, WrestleMania. c'est ça, on le savait. Tu sais que le lendemain, c'est lui qui va attaquer Randy Orton. Tu sais que c'est lui qui va attaquer Cena. Bah, À moins bien d'être con. Oui, on le savait. C'est ça gâche un peu le moment. Donc, je vais rester sur ce mot-là. Ce WrestleMania, par rapport à ce que j'attendais, il était décevant. Ouais. Mais on n'est pas sur l'un des pires non plus. Il y a eu bien pire. C'est juste qu'en fait, c'est des décisions et des exécutions qui étaient moyennes. Mais moi, tu vois, je pense qu'ils auraient pu revoir leur carte sur certains points. Je pense que, par exemple, la première nuit manquait énormément de star power au milieu. Bien sais. sûr. Ça Et par faisait un exemple, gros ventre mou. Ils auraient peut-être pu mettre Randy Orton là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, je parle pas du match Randy Orton-Joe Hendry, mais je parle que Randy Orton, ça aurait Surtout que moi, je trouve que c'était un des bons trucs. C'était super, mais je veux dire, là, c'est pas par rapport au star power de Joe Hendry que je dis ça. Mais ça aurait peut-être été bien d'avoir eu Randy Orton au milieu du show de la nuit 1 pour rajouter un gros coup de star power, Oui, quoi. et pour moi, si vous voulez faire un match très spotty, ce qu'ils ont fait à SmackDown, ils auraient dû mettre, désolé pour eux, mais parce qu'il n'y a pas Biggie dans le truc, donc du coup, on s'en fout. Il n'y a pas d'émotion dans le match. Pas bon, le match, là. Bah, in-ring, Non, c'est pas qu'il est pas bon, mais c'est pour moi, c'est pas un match de WrestleMania. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, émotionnellement, on n'est pas attaché parce qu'en fait, il manquait Biggie dans le truc. Mais, donc, du coup, le New Day contre War Raider, pour moi, ça aurait dû être fait en weekly. Et ils auraient dû mettre le match Triple Threat et Shell à WrestleMania. Ça a plus sa place. Mais bien sûr. Voilà. Et puis, mais tu vois, ce qui me fait peur, c'est que quand tu vois ce WrestleMania-là, je suis content qu'on parle de ça. On va digresser encore quelques minutes, après on passe au suivant. On va passer à la question suivante. Quand tu vois ce WrestleMania-là, quand tu vois la carte des deux shows, on en a parlé tout à l'heure, t'enlèves 2-3 matchs de la... Ils auraient pu le faire en une nuit. Ils peuvent presque le faire en une nuit, qui dure 5 heures au lieu de 4 heures, entre guillemets. Tu ralentis, tu répètes. C'est gérable. C'est faisable. Mais par contre, ça collait pas dans leur principe de storyline pour CM Punk. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que tu te dis que là, on va avoir SummerSlam en 2 nuits. SummerSlam, ça va être plus ou moins les mêmes catcheurs, hein, à peu de choses près. Il va y avoir Goldberg en plus, parce qu'on le sait. Peut-être un retour Sami Zayn qui sera peut-être là, mais on va avoir les mêmes catcheurs. Moi, j'ai peur pour les 2 nuits de SummerSlam. J'ai peur qu'en fait, on va encore avoir 2 nuits assez inégales et aussi avec des ventres mous costauds. Ouais, où on risque de se faire chier, quoi. Et le problème, c'est que les gens ont déjà vendu les places à 40 000, ont déjà toutes été vendues. Bah oui. Donc, tant que les gens continueront à mettre le pognon, la WWE n'a aucun intérêt de changer ce concept-là. Bien sûr. Mais moi, Et comme je le dis, c'est un des héritages que Vince a réussi à mettre en place. On ne va plus voir un show de catch WWE pour voir des stars et des matchs précis. On y va pour On y va pour voir la WWE. Bien sûr. Point barre. Mais tu vois, j'aime bien faire le parallèle. C'est ce que toi, tu avais dit dans une émission. D'ailleurs, j'avais adoré. Tu avais dit que la New Japan, justement, était revenue à ce format de 2 nuits et était repassée à une nuit, c'est ça? Ils sont repassés à une nuit, ouais. Et là, la WWE, moi, quand je vois ce WrestleMania-là, alors, je critique pas les gros matchs, mais c'est vrai que je me dis qu'en une nuit, c'est gérable. C'est gérable. Mais, en fait, dans leur côté pécunier. Ah non, mais ils ont raison, Ils ont raison. Quand tu vends 40 000 $, t'imagines que ça représente 40 000 $? Alors, c'est les 2 shows de SummerSlam, le SmackDown de la veille et le Raw du lendemain. Mais 40 000 $, putain, quand même, quoi. Ouais, bah, c'est hors de prix, hein. Pour aller voir, franchement, même si j'ai le pognon, hein, je mets pas ça pour aller voir ça. Moi non plus. On est d'accord? On est d'accord. On passe au niveau suivant. Je suis très content de ce qu'on a, Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous parler de ces WrestleMania. J'ai pas eu envie de faire des vidéos review de ce WrestleMania-là, déjà parce que je savais qu'on allait en parler au prochain pot pourri. Et aussi, on veut rester que nos émissions, à part durant justement ce type d'émission, nous permet justement de faire un tout petit peu d'actualité. Oui, parce qu'on a parlé de Vader, voilà. On a parlé de tout. Mais notre base de notre émission, ce sont des émissions intemporelles parce qu'on veut parler de la carrière ou de clan ou de machin ou de storyline, mais on veut que ce soit ancré dans le temps. Que ce soit des vidéos que vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Bah, c'est ce qui se passe avec celle de Rob Van Dam qui continue à être suivie, regardée. C'est ça. Alors que si on faisait de l'actualité et même on serait noyé dans la masse. Je veux pas faire d'actualité. Voilà. Mais bon, je me suis dit WrestleMania, on va en parler. J'ai dit non, bon, on va regarder dans le prochain pot pourri. Et ouais, t'as bien fait. Et je crois qu'il y aura peut-être encore une petite question sur, mais pas vraiment sur WrestleMania, plus une question, une vision. Ouais. Voilà. Alors on verra quand on y sera. On continue. Prochain numéro, le 6. Le 6. Eh ben, on va rester un peu dans WrestleMania, mais pas vraiment WrestleMania. C'est cette question-là, du coup. Non. Non, moi, je voudrais que tu expliques un peu pourquoi Charlotte Flair, elle a une telle hit contre elle, alors que c'est peut-être la meilleure catcheuse in-ring aux États-Unis et de l'histoire, même peut-être. Ouais. Bah, on va dire par rapport à la legacy et tout, moi, c'est ce que je pense. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Moi, ça fait partie, oui, la catcheuse la plus grande actuellement de tous les temps. Même si là,
Dans le in-ring, il y a des filles qui sont peut-être probablement meilleures qu'elle actuellement. Mais elle prend autant de hits. C'est son utilisation et son booking. Et c'est pour ça qu'elle prend aussi cher. Parce qu'en fait... Elle morfle. Elle morfle. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Parce que ça commence à faire longtemps qu'elle est là. Et que même là, si ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas vue, en fait, elle a eu un peu le syndrome John Cena, quoi. C'est genre, au bout d'un moment, on voulait plus la voir. Parce que, à part toucher des titres et dans des storylines de championnat, elle n'a aucune storyline à part ça. Et donc, du coup, en fait, les gens l'ont ratent parce qu'ils se rendent compte, même les fans lambda, on se rend compte qu'ils veulent juste qu'elle dépasse ou qu'elle atteigne le nombre de titres que de son père, en fait. Donc, c'est une utilisation super facile, trop facile. Donc, du coup, ça rend beaucoup de storylines bâclées. Et en fait, comme elle a un personnage à la Ric Flair ultra arrogante, où elle se montre la reine et tout ça, et ben, le cumul de ça fait qu'elle prend de la hit. Et je pense vraiment que si elle était mieux bookée, elle aurait des storylines un peu plus suivies, plus basées sur les histoires excusez-moi, j'arrive pas à trouver mes mots, elle est tout le temps que sur le titre, au lieu d'être sur des storylines. Est-ce qu'on peut faire un petit peu un parallèle avec nos émissions sur Orton? Donc, allez les voir, les amis, je continue à nous encourager nous-mêmes. Mais on dit que Randy Orton, c'était souvent sinusoïdal, sa carrière, tu sais. Il était en main event, et puis il redescendait un petit peu. Hop, il revenait en main event, ce qui fait qu'on était content de le voir en main event. Ou que les gens étaient contents parce que nous, on a toujours eu un avis un peu spécial. Et je pense que Charlotte Flair, le problème, c'est que c'est toujours main event. Ben, c'est ça. Et de temps en temps, redescendre un petit peu, ce serait pas mal. Oui, c'est ça. Qu'elle ait des storylines un peu de mid-card, ou peut-être même en équipe, des trucs un peu sympas. Parce qu'en fait, comme tu dis, elle est tout le temps en haut. Et en fait, quand elle est pas en haut. Désolé, j'ai fait tomber le micro de Messiah. Quand elle est pas en haut, elle est pas là. Elle est pas là. Voilà, c'est ça. Et ça. en fait, c'est ça. Donc, du coup, dès qu'elle fait un retour, c'est pour être au main event. Par exemple, tu vois, je prends l'exemple, on n'en a pas parlé sur le point précédent de Jade Cargill face à Naomi. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jade Cargill. On en a déjà parlé de son in-ring, de ce qu'on pensait d'elle. Par contre, que sa première rivalité marquante soit loin du titre, je trouve ça super. Et j'avais déjà dit, c'est quand même une stat effrayante. Je sais plus si on l'avait dit en émission. Ah, j'ai peut-être pas dit en émission. On en a parlé tous les deux. Il y a une stat effrayante, c'est que Naomi contre Jade Cargill, c'est le premier match à WrestleMania 1v1, pas pour le titre, depuis 2006. Ouais, ça fait 20 ans. Ah, on peut arrondir. Ouais, c'est quand même effrayant. Oui, ça prouve que Lena... Et surtout que le dernier match 1v1 féminin qu'on a eu à Mania, c'est un match catastrophique. C'est un match Playboy. Ouais. Donc, ça prouve qu'on a beau parler de révolution féminine, ils ont encore du mal à donner des matchs pour les catcheuses en dehors du titre. En fait, des rivalités féminines en dehors du titre, ça, ils ont tout. Un Damien Priest, Drew McIntyre n'aurait pas existé dans la division féminine. Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Et ça manque. Ou très peu, c'est ce qu'il faut. Et ça manque un peu. C'est ce qu'il faut. Des fois, éloigné du titre, c'est super. Et moi, par exemple, j'ai toujours un regret, et on va dire, parce que j'ai pas encore parlé de Goldberg, et il faut que j'en parle, parce que c'est normal, c'est un peu limite. Non, mais par contre, tu vois, j'aurais préféré que la rivalité Goldberg-Brock Lesnar reste sans le titre. Mais bien sûr. Il y avait pas besoin. À 100%. Tu vois. Et les deux catcheurs se suffisaient d'eux-mêmes. Oui. Et que par moment, quand la rivalité se suffit, il n'y a pas besoin du titre. Le triple straight qu'on a eu récemment à WrestleMania, mais on peut en citer d'autres. Là, j'ai pas les noms qui viennent en tête, mais où il n'y a pas de titre en jeu sont très bien souvent. Ben, encore une fois, on en a parlé dans une émission, notre petite émission hors série. Pour moi, la meilleure main event de WrestleMania, c'est Undertaker Shawn Michaels, la revanche à WrestleMania 26. Il n'y a pas de titre en jeu. Il n'y a pas de titre en jeu, ils sont main event parce qu'en fait, la carrière de HBK et la streak de Undertaker, c'est plus important que le titre. Bah, c'est ça que j'aime bien. Et je trouve ça génial. C'est que par moment, que des mecs viennent pour décider des mecs. Tu viens de faire tomber le deuxième stylo, là. Oui, il faut que j'arrête. Je suis désolé. Et moi aussi, je suis dans le même état que Stone Cold, mais j'ai pas bu. Non, mais par contre, tu vois et voilà, tu m'as coupé dans mon élan. Que les mecs viennent en se disant, on va se foutre sur la tronche pour se foutre sur la tronche. Comme par exemple, l'exemple Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Tu sais, à WrestleMania, où on va se battre toi et moi pour dire quel est le meilleur des deux. Il n'y a pas de titre en jeu. C'est toi et moi pour décider qui est le meilleur. C'est compétitif. Et ben, j'aime bien. Ça reste compétitif. Et voilà. Et ça rentre dans les rivalités. Moi, j'aime beaucoup les matchs sans le titre quand ils sont bien bookés. Exactement. Ben, Drew McIntyre contre CM Punk cette année. Ouais. Voilà, de rendre l'année écoulée. C'était génial. Il n'y avait pas besoin de titre en jeu, là. Bien sûr. Et ça, j'aime bien. Et ça me manque. Et je pense que ça manque peut-être un petit peu à la division féminine de temps en temps. Un petit peu, ça manque Ouais, totalement non, la c'est ce qu'on division vient de là, féminine. mais je me dis de temps en temps que les nanas décident, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais que les catcheuses se disent, aujourd'hui, toi et moi,
on va s'en mettre plein la gueule, mais pour le plaisir de s'en mettre plein la gueule, parce que ou tu m'as trahi, ou tu m'as machin, c'est super. Et si Bah, maintenant... ça doit être l'une des seules storylines de Charlotte Flair hors du titre où ils ont fait ça. C'est au seul pay-per-view uniquement féminine. Mais là, ils étaient obligés. C'est à Evolution. Et du coup, Charlotte Flair, Becky Lynch. Ah non, excusez-moi, je dis des bêtises, des amis, parce qu'il y avait encore un titre en jeu. Mais par contre, tu vois que demain, alors je vais poser une question con, mais Bianca Belair, elle a un titre ou pas? Non, elle l'a perdu, elle a été vainqueur du Rumble. Mais... Voilà. Que là maintenant, ils aillent Jade Cargill shooter Bianca Belair dans le même esprit, tu vois, sans titre, bah je kifferais. Plus que s'il y avait un titre en jeu. Je suis d'accord. Eh ben voilà. Eh ben je suis content qu'on soit d'accord. Ouais. On a mis un accord sur notre accord. Question suivante. Le 14. Le 14. Le chiffre maudit du Royal Rumble. C'est vrai. Et on reste dans la division féminine. Ah. J'ai voulu quand même un peu parler parce que on a pour l'instant fait aucune émission vraiment catch féminin. On aura à un moment une émission sur Stéphanie. Oui. Donc là, Stéphanie McMahon. Donc là, je me suis dit, je vais te poser quand même 3-4 questions sur les féminines. Est-ce que Ronda Rousey, c'est peut-être pas l'un des plus gros pétards mouillés de l'histoire de la WWE? C'est dur par rapport à ses accomplissements. Ouais, je vais peut-être... Mais si tu fais ratio accomplissement-attente. Non. Moi, je dirais, dans les débuts et pendant pas mal de temps, je dirais non. Mais en fait, c'est elle-même qui s'est tuée dans le monde du catch. Entre le fait qu'elle a jamais réussi à faire la part des choses entre personnage à la télé et vraie vie, et sa communication où elle chie dans la colle et elle chie dans la... C'est-à-dire elle a critiqué plusieurs fois la WWE, énormément. le monde du catch en voilà, général. en fait, maintenant, on s'en fout d'elle, parce qu'en fait, elle a tellement mal réagi que ça fait partie du passé, et les gens n'en parlent plus, en fait. Alors que ce qu'elle a fait, comment elle a été utilisée, moi j'ai trouvé ça très très bien. Même si, par exemple, le main event de Mania, à cause des gens qui se caillaient et qu'il y a eu un botch à la fin, la storyline, je trouvais qu'elle était bien faite. Elle a réussi à sortir un match exceptionnel de Nia Jax. Vraiment, elle s'était donnée. Moi, j'ai vraiment bien aimé son run. Moi, j'adorais son thème d'entrée. Bien sûr. Son retour, son autre retour où elle gagne le Rumble et tout, là, c'était catastrophique. Et tout ce run-là était catastrophique parce que même elle voulait pas être là. Elle pensait qu'elle allait revenir en tant que héroïne et babyface. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est une babyface. Elle est aimée des gens et tout ça, mais elle a jamais su faire la part des choses entre le personnage du catch et la vraie vie. D'accord. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on l'a un peu oublié. Oui, et que, comme la question que tu me poses, parce que c'est peut-être ton avis, que ce soit un pétard mouillé. Peut-être j'ai un peu exagéré. Mais c'est-à-dire que je l'ai déjà vu. Par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir sur elle, c'était impressionnant. Maintenant, après, le problème qu'il y a eu par rapport à elle, c'est que j'ai l'impression qu'elle est venue au catch en étant un petit peu, en se disant ça va être la cour de récré. Oui. Tu sais? Oui. Parce que il faut bien comprendre que les combattants MMA, enfin oui c'est ça. Oui, bien sûr. UFC, MMA, ce qu'elle faisait, c'est tu vis, tu manges, tu vis que pour ça. Ton entraînement, il n'y a pas de place pour le doute. Tu peux faire le parallèle avec. Et c'est pour ça que sa fin de carrière MMA est désastreuse. Mais parce que en fait, elle allait au cinéma. Voilà. Elle faisait mannequin, elle faisait pas de côté. Tu peux prendre. Et en fait, dès qu'elle venait dans le ring, elle avait pas compris. C'est ça. Aussi que elle, c'est le visage féminine de l'UFC de l'époque, parce qu'en fait, la division venait à peine d'être lancée. Et donc, du coup, il n'y avait pas encore des vraies combattantes. Elle affrontait quand vous voyez ces matchs, en fait, parce que vous voyez des matchs de maintenant féminins à l'UFC. C'est plus le même niveau. C'est plus du tout le même niveau. Et du coup, quand elle a commencé à vouloir revenir, alors qu'elle commençait déjà à faire, comme je dis, du cinéma et tout ça, elle se prenait des tollés, parce qu'en face, elle avait des femmes qui se sont encore plus dédiées qu'elle. Et puis, voilà, c'est ça. Moi, je prends toujours l'exemple de la natation. Oui. Où tu as souvent des athlètes des nageurs qui n'en peuvent plus parce qu'ils se disent que des fois je fais une semaine d'entraînement et puis pour une raison X ou Y, je vais rater une journée. La semaine dernière n'a servi à rien. Oui, je vois. Voilà dans quel état d'esprit il faut être. Tous les jours. Et Ronda Rousey, quand elle a commencé à faire les films, notamment Fast and Furious, ou les choses comme ça, et qu'elle a un petit peu perdu le fil de sa carrière MMA UFC, à perdre les matchs comme tu dis, elle s'est dit avec mon nom, je peux aller à la WWE, ça va être la cour d'école. Mais est-ce qu'elle a dédié est-ce qu'elle a eu envie de progresser? Je pense pas, tu vois. Et après peut-être elle a eu les bons adversaires. Pourquoi j'avais dit Nia Jax,
elle était rookie et elle a quand même porté le match. Elle avait un talent certain pour le catch. Ah oui, En mais vrai. je pense. Et comme tu dis, elle s'est pas totalement dédiée et à quel point elle a pas compris ce qu'était le catch. De toute façon, Parce que quand on voit, j'ai pas envie de citer ce qu'elle dit parce que ça me dégoûte, mais du coup, sa communication autour du catch, c'est honteux pour quelqu'un qui est passé par là. Je trouve ça et dégueulasse. puis qui a peut-être gagné plus de pognon au catch qu'à l'UFC. Hein. Parce qu'au Oui. catch, par contre, elle a pu jouer sur son nom. Oui. Quand elle a commencé à l'UFC, pas tout de suite. Oui, oui. Donc au catch, elle est arrivée parce que c'était un gros nom de l'UFC et je pense que le contrat, il devait valoir le coup d'œil. Ah oui, je pense C'était qu'elle pas- avait un des contrats féminins les plus élevés de l'histoire. Je pense même qu'elle avait plus que certains hommes. Hein. Ce qui est normal. Ah oui, c'est Par son normal. nom, ce qui est normal. Oui, oui. Voilà. Vas-y, Messaya. Le 16. Le 16. Je suis sur une autre feuille. Décidément, t'as vraiment envie qu'on parle des catcheuses. Hein. Ah, je les ai Est-ce que enchaînés. tu veux retirer un numéro pour rechanger de sujet et revenir vers Non, ensuite ou pas Non. vas-y, on enchaîne. Eh ben, est-ce que Trish Stratus ou par exemple Lita, c'est les deux gros noms qui me reviennent des années 2003, 2004, 2005, elles auraient leur place aujourd'hui dans la division féminine? Moi, je te parle si elles commençaient aujourd'hui, pas avec leur notoriété de 2003. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Si aujourd'hui c'était des nouvelles catcheuses, est-ce que leur niveau in-ring qu'elles avaient à l'époque, Ah, elles tu te feraient- dis qu'elles commenceraient aujourd'hui, mais qu'elles avaient le niveau d'avant. Voilà, c'est ça. que tu veux dire? Bah. Est-ce qu'avec leur niveau aujourd'hui, tu pourrais en faire quelque chose dans la division féminine actuelle? Bah, non. Non, ce serait. Non, elles auraient ou des places, alors qu'elle est très forte dans le ring, et du coup, elle sert que de comic girl, genre à la Chelsea Green. Ah, carrément. Voilà. Moi, j'adore Chelsea Green en plus, donc Ouais, ça me fait chier de l'avoir un peu bouqué comme ça. Mais elle aurait un rôle lambda à la Michine, à la Bifab. En fait, elle serait perdue au milieu Tu des parles de autres. laquelle? Trish ou de Lita? Des Ou deux. les deux? Les Les deux. deux. Lita, peut-être, elle Plus marche. flamboyante quand même. Bah, Lita, elle marcherait peut-être un peu mieux parce qu'elle est un peu flamboyante. et Ouais, qu'elle a mais un par contre, personnage qui Lita, sort de- oui, mais justement, son personnage, Lita, il aurait fallu le changer complètement. Parce que Lita, c'est son physique, comment elle est présentée, c'était le punk rock des années 2000. Oui. Aujourd'hui, la gimmick là, elle marcherait plus. Oui, bah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc du coup, non, les deux, elles seraient perdues dans la masse et elles feraient partie en fait de celles où beaucoup de gens, dont moi des fois je suis un peu méchant, n'a pas sa place. Michine est une bonne catcheuse, mais en fait, elle a tellement été mal bookée avant qu'en fait, on s'en fout. On ne décrédibilise pas Lita et Trish qu'elles ont fait Non, dans non, les années 2000. C'est mais pas surtout- ça qu'on dit. Hein. Non, c'est pas ça qu'on dit. Même si je l'avais déjà dit que je trouve ça un peu galvaudé sur certains points. Mais par exemple, pour moi, dans le roster féminin actuel, il y a des... Désolé pour elle, hein, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais elles ont rien à foutre là. Par exemple, Bifab, elle a rien à foutre là. Moi, je pense à Michel, Shane. c'est juste qu'elle a mal été construite. Shayna Baszler, c'est une catastrophe son utilisation. Ça, c'est l'utilisation, ouais. L'utilisation, alors qu'ils ont pu en faire un truc de fou. Zoe Stark, elle est très forte dans le ring, mais pareil, quand on voit le packaging des autres femmes de la fédération, elle a pas le physique pour, parce que faut pas être hypocrite, le physique apporte beaucoup pour les publicités et pour tout ça. C'est pour ça que je pense que Trish, elle aurait marché quand même. Même si aujourd'hui, Ouais, mais du coup, elle prendrait un énorme bashing parce qu'elle serait utilisée un peu comme une Maxime Dupri. Ouais. Ça veut dire C'est quelqu'un vrai. qui a un physique de ouf, mais que in-ring en parlant, en fait, elle va se faire détruire. c'est sur vrai les réseaux qu'il faut sociaux. bien comprendre aussi qu'à l'époque, il y avait quoi, 8, 9 catcheuses? Oui. Alors que Et là, certaines elles n'étaient sont même quand pas même- catcheuses. alors que là, elles sont plus Beaucoup. nombreuses. Beaucoup. Donc, ouais, Et je surtout pense quand que- on voit la génération et les dernières embauches à NXT, et là, maintenant, on voit à Raw, là, si on parle un peu d'actualité, on va dire que celles qui tournent autour du titre NXT, en fait, elles apparaissent tout le temps en Raw, là. Stéphanie Lacker, Julia, Roxane Perez, quand on voit le niveau qu'il y a maintenant dans la division féminine et des filles qui arrivent d'NXT et qui ont déjà un background avant incroyable sur le circuit indépendant ou au Japon ou au Mexique, désolé de le dire, mais qu'est-ce qu'une Lita ou une Trish Stratus avec le catch de l'époque foutrait maintenant dans le truc? Elles auraient rien à foutre là. Donc non, elle marcherait pas. Le catch Elle marcherait pas pour moi, excusez-moi. Le catch féminin a bien plus progressé en 20 ans que le catch masculin. T'es Bien d'accord? sûr. Ça n'a rien à voir. Après, encore une fois, pour ceux qui ont fait de l'histoire et tout ça, c'est juste que... Alors, le catch féminin WWE. Oui, voilà, Voilà. d'accord. Parce qu'il Là, y a eu Joshi dans les années 90, il y a eu des femmes utilisées avant l'ère Moula qui pouvaient ramener de l'argent comme jamais, comme Mildred Burke, et qui remplissaient des stades et des trucs comme ça. Mais les pauvres, elles ont toujours été ou dans un monde de, c'est vrai, patriarcat et très misogyne.
et qu'après la WWE, on l'a déjà dit, l'utilisation de la femme, c'est une catastrophe. Moi, j'ai toujours trouvé quand même que, je suis désolé de dire ça, je vais peut-être me prendre des roustes en commentaire ou machin, mais moi j'ai toujours trouvé que Alexa Bliss était plus là par rapport à son physique que par rapport à son talent inné. Ben, c'est vrai. Malheureusement, C'est j'adore Alexa C'est Bliss. vrai. Après, elle a su se débrouiller dans le ring, elle arrivait à bien vendre et tout ça, mais elle est là, elle, maintenant, là, elle ne catch toujours pas. Parce que elle fait pas le figure face aux catcheuses qui a actuellement. Je peux dire quelque chose de pas gentil. Vas-y. Je pense que si tu mets la tête de Shayna Baszler sur Alexa Bliss n'a jamais la carrière qu'elle a. Ah bah c'est sûr et certain. Et je suis désolé, hein. Oui. C'est pas non, mais méchant. il faut le reconnaître. C'est pas misogyne. Mais il y a toujours cette part de misogynie à la WWE, tu vois. On met les femmes en avant, mais il faut quand même qu'elles soient pas trop moches, tu vois. Mais oui, mais c'est hypocrite de pas le prendre en compte. C'est normal. On est dans le monde du catch. Le corps, que ce soit les femmes et les hommes, c'est ta marque de fabrique. C'est ce que tu mets en avant. Donc forcément, si la personne est beaucoup plus jolie, qu'elle a un corps bien dessiné de ouf, avec des formes, ou même sans, mais genre qu'il y a un packaging autour, ça va toujours mieux marcher. C'est normal. C'est ça, il faut pas être hypocrite. Et c'est ce que tu reproches un petit peu maintenant, des fois à certains fans de catch quand tu les vois dans les commentaires. C'est Pas ça. les nôtres, mais Pas en les général. nôtres, mais en général, oui, en fait, ils omettent totalement ça, alors qu'en fait, c'est quand même une part importante, mine de rien. Par exemple, il y a une catcheuse qu'on peut citer totalement dans cet exemple-là, c'est Liv Morgan. Mais Liv Morgan, par contre, elle a vraiment progressé. Je trouve que maintenant, elle a vraiment un catch très bien. Elle est pas dans les top niveau in-ring, mais en fait, elle sait très bien faire ce qu'elle doit faire. Et elle, parce que son personnage veut ça, elle abuse de son physique. Mais ça a été bien emmené avec cette histoire Avec Dominique du Judgment Day et tout, j'ai bien aimé, tu vois. Oui, bien sûr, C'était bien pertinent. fait. C'est bien fait. Et elle joue là-dessus, elle le sait très bien. Et Rhea Ripley, elle a cassé Internet combien de fois? Non, Rhea Ripley, pour moi, elle est au-dessus. Oui, elle est au-dessus, parce qu'elle, c'est vraiment une star au-dessus, là, parce qu'elle a la physique atypique et tout ça, qu'elle a un packaging de ouf. Mais elle aussi, avant, elle catchait avec un pantalon. Maintenant, elle monte ses fesses. Parce qu'elle sait que ça fait vendre, et elle en joue dans ses positions et tout ça, elle a cassé Internet plusieurs fois. Tu l'avais vu, la vidéo qu'elle avait tournée de ouf, où elle fait le sting face de Rikishi sur la tête de Nia Jax. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et bah, ça détruit Internet, ça détruit Twitter, ça. Oui. Mais, parce il faut pas être hypocrite, on sait on va cliquer quand on voit ce genre de choses. Bien sûr. Voilà. Un cul, ça fera toujours vendre, hein, Ben, si tu me permets, bien en sûr. étant un peu gras. J'ai envie, moi, je leur reprocherai jamais ça, parce que c'est ce qui fonctionne. Donc, c'est comme ça, c'est le monde du physique, le monde du sport et du physique joue là-dessus. Bien sûr. Parce que même dans le MMA, c'est ça. Mais dans beaucoup de Dans sports. partout, même dans le football, dans tout. T'auras toujours plus de facilité à promouvoir un sportif qui est beau physiquement que quelqu'un de moche, tu vois. Mais bien sûr. Après, c'est standard, chacun a ses standards, mais Bien on va sûr. dire dans la généralité. Bien sûr. Ben, très très pertinent, Oui. ce petit point catch féminin. On va peut-être prendre un peu de hit, mais on a dit ce qu'on pensait. Oui, puis la vérité. La vérité. Et moi, ça me gêne absolument pas, ça. Non, bien sûr. C'est juste que je le sais au fond de moi. Mais c'est pas ça qui va me faire regarder du catch. Bien sûr. Mais c'est vrai que s'il y a des personnes très agréables à voir, là, on parle des femmes, mais je suis désolé, Roman Reigns, il est beau, hein. Oui, Roman Reigns, Voilà, bien quand sûr, il vient, il bien est sûr. sublime, hein. Bien sûr. Donc, du coup, ça joue. On Bien a sûr. envie de voir des gens comme ça, c'est parce qu'ils sont hors de la vie réelle. entre Mais j'ai guillemets. envie de dire, même si j'adore Kevin Owens, mais j'adore ce mec, hein. Et je me dis, si je suis gamin, j'ai plus de facilité à mettre dans ma tête. Je préfère avoir un poster de Roman Reigns que de Kevin Owens. Bien sûr, Parce que Roman Reigns va me faire rêver. Kevin Owens, j'ai l'impression que je vais le croiser au bas de ma rue. c'est ça. Mais du coup, Kevin Owens, il touche des fans de catch. Mais bien sûr, Parce qu'en fait, c'est Parce dans que- son in-ring qui va t'émerveiller. Mick Foley. Voilà, Mick Foley. Mick Voilà, Foley. exactement. Je pense que je peux pas dire mieux que Mick Foley. Ouais. Mais ça y est. Le 2. Ah! Est-ce que, alors là, je suis sûr que tu pensais jamais parler de lui dans nos émissions. Ouais. Est-ce que R-Truth est pas le meilleur personnage comique de tous les temps? Ah, bah, à part les trous, c'est cool quand même. Moi, j'adore R-Truth. Peut-être pas le meilleur de tous les temps. Mais il est pas loin. Mais il est dans la longévité, pour quelqu'un qui fait du comique, il est pas mal. Il est vraiment élevé parce qu'il nous fait toujours rire. Ah, moi, l'année dernière au Rumble, quand il arrive au Rumble féminin, Ouais.
Non, moi, ça m'a plus fait rire quand il fait comme un match en tag avec le Judgment. Bah, c'est après. C'est après. Mais d'abord, c'est le même Rumble. D'abord, il arrive au Rumble féminin. Il se fait virer du Rumble féminin, même il fait virer Valkyria. Ouais. Et après, il arrive au masculin. Et là, il fait le tag où justement, il élimine JD McDonald. Il le refout dans le ring. J'adore R-Truth. Mais pour plein de choses. Mais pour plein de choses, il a réussi à rendre une idée de con absolue et mauvaise, on va dire un minimum divertissant. Ça a duré trop longtemps, donc du coup ça nous a fait chier, mais les premiers débuts du 24/7, ça nous a fait rire. Ouais. Faut quand même être honnête. Mais je crois que c'est le catcheur du coup le plus titré de l'histoire de la WWE en nombre. Oui, bah oui, petit 24/7. Et même là, il a récemment, parce qu'il dit que John Cena c'est son catcheur d'enfance. Et qu'il alors qu'il est plus vieux alors qu'il est bien plus vieux que lui. C'est magique. Et du coup, il a même été le voir, là. Oui. Et mais il arrive à te vendre des trucs, mais t'es mort de rire. Mort de rire, là, moi, vraiment, je trouvais qu'il était ultra divertissant autour du Judgment Day, tu vois, comme t'as dit, c'était hyper rigolo. Donc, je dirais pas que c'est le meilleur de tous les temps, parce qu'il y en a, ils sont vraiment forts, parce que je sais que dans une vieille émission de Sturi, avec FHA, où ils sont tous ensemble, et ça vient de Sturi cette phrase, et je pense qu'il a raison, le meilleur catcheur comique de tous les temps, c'est probablement The Rock. Ah, c'est vrai que The Rock. Parce que The Rock a mis du comique dans tout ce qu'il faisait. C'est vrai. Moi, The Rock. Rien que déjà son prise de finition, le People's Elbow. Du coup, je me permets de donner cette petite anecdote, je sais pas si tu la connais, sur le People's Elbow. On dérive un petit peu, mais c'est rigolo, ça rentre dans le thème. Tu sais pourquoi cette prise est arrivée à la télé? C'est parce qu'en fait, il se faisait un concours entre plusieurs catcheurs de faire casser le personnage de l'Undertaker en Aoshu. Donc du coup, il s'amusait à faire des conneries en Aoshu. C'est de faire rire le Taker. À faire rire le Taker. Et en fait, c'est comme ça qu'il a fait le People's Elbow. Et ça a marché. Et ça a marché parce qu'en fait, ils ont réussi à le faire sourire dans un match après le People's Elbow. Il a dit, je vais le mettre à la télé en fait. Si le Taker il a souri à ça, c'est que ça va marcher. C'est vrai que ça chie. Ouais, et ça, c'est mythique aujourd'hui, hein. Le move le plus électrisant de tout le divertissement. Tu sais que le Five Knuckle Shuffle, c'est un peu ça, non? Le Five Knuckle Shuffle, ouais, c'est un peu le même délire, ouais. Parce que tu avais dit qu'il avait pompé un peu le FU avec le F5, enfin pour se foutre de la gueule du F5 avec le FU. Là, j'ai presque l'impression que le Five Knuckle Shuffle, c'est de foutre de la gueule de Rose Rock. Le Five Knuckle Shuffle. Bah, c'est pareil, fais pas chier. Nico, mon anglais, je t'en... Merci. Du coup, je reprends sur ce que je voulais dire. Nico, la prochaine fois que je vais venir tourner chez toi, je vais me prendre une tarte dans la tronche. Je sais pas mérité pour le coup. Bon, c'était rigolo. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Par rapport à The Rock, ouais. Moi, je me rappelle que dans Here Comes the Pain, ça m'avait marqué parce que quand il enlève le protège-coude, il l'a plus de tout le match. Oui. Tu sais, des fois, tu peux dire que ça vient. Dans le jeu vidéo, si t'enlèves les deux, et ben, il en a plus. Il le fait sans, et du coup, il fait un regard. Ouais, voilà, c'est exactement ça m'avait marqué. Et je vous conseille d'aller voir dans les compilations de People's Elbow, allez voir celui qui est sur le British Bulldog qui a affronté Triple H, où il est venu arbitrer le ring, il commande dans le match et tout ça, et qu'en fait, il est en chaussures de ville et il glisse. Mais il se reprend tellement bien. Il se reprend tellement bien, il arrive à la coller, ça descend du coup. Il glisse et pouf, c'est magique. C'est magique, c'est mon People's Elbow préféré. Il aurait pu se tuer, hein. Enfin, pas se faire mal, mais se vautrer, donc ça aurait pu casser un peu. Con, ouais. Voilà, c'est ça. Et The Rock qui passe pour un con, je peux dire qu'il aurait fait éditer toutes les vidéos. Hein. Ah, il y a moyen. Ça, on aurait The Rock de maintenant, c'est sûr et certain. The Rock de maintenant, mais tu sais même pas qu'il est tombé. C'est ça. Parce que là, t'as tous les Men in Black qui viennent avec les zappers, ils font enlever toute la mémoire des gens dans le public. Ah, c'est sûr et certain. Parce que lui, par contre, maintenant, il rigole plus. Voilà, super. Nico, tu vas me péter les dents, c'est pas grave, j'assume. Je te laisse passer au niveau suivant. Le 1. Le 1, bah alors tu vois, là, on en revient un petit peu à ce que je te disais avec la TNA. Oui. Est-ce que tu penses qu'un jour, le titre TNA finira par être défendu dans un pay-per-view WWE? Alors, dans un pay-per-view, genre roster principal, j'y crois pas du tout et je dirais non. Mais à NXT, c'est fort possible parce que là, Joe Hendry, il est actuellement en storyline là-haut. Ouais, mais de toute façon, Joe Hendry, à la fin de son contrat TNA, je pense qu'il vient à la WWE. Ouais, il risque de signer. Mais je pense qu'il va perdre parce que c'est quand même un mème internet. Oui. Au-delà du catcheur, il a quand même un sacré mème internet. Oui, donc on verra. Moi déjà, je trouve que ça dure vachement longtemps par rapport à ça déjà. Mais c'est parce qu'il est plus dans une fédération un peu moins cotée peut-être. Peut-être. Donc ça passe moins. Après, il y a des blagues que finalement, on va dire, arrivent à perdurer alors qu'on n'y croyait pas du tout. Je vais te citer un exemple de catcheur de la WWE et qui est génialissime. C'est Orange Cassidy.
Son personnage de flemmard, les mains dans les poches, tu vois qui c'est ou pas du tout? Le nom me parle. Voilà, avec les lunettes de soleil, le mec à la flemme de tout, quand il fait son pouce, il arrive même pas à le lever, tu vois, il fait le pouce comme ça, je le montre à Thomas, et en fait, il met les mains dans les poches, il cache les mains dans les poches, et qu'en fait, dès qu'il passe la seconde, il est exceptionnel, en fait. Il court partout, il est puissant, il est tout ça, et ben en fait, son personnage continue de marcher à la EW, malgré qu'on se dit que c'est un personnage comique, que dans le temps, on pourra pas faire quelque chose. Et finalement, c'est devenu un catcheur très important pour la promotion, à quel point qu'il a eu un run de titre intermédiaire, limite l'un des plus longs de la promotion, quoi. Et tu sais, parce que je prends l'exemple, mais Joe Hendry, si tu m'autorises à paraphraser Stury, Joe Hendry, caché dans un vestiaire, quand les mecs disent son nom, sa musique qui retentit et lui qui sort du vestiaire, Vince McMahon au loin qui aurait dit c'est fun. Hein. Ah bah oui, évidemment. C'est parce que c'est quand même un peu goofy, Joe Hendry. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que comme il est écrit dans ses storylines et la TNA du peu que je vois, et même à NXT, c'est que en dehors de ça, derrière, il est quand même un peu serious business. dans le ring, il catch vraiment. Ouais, dans le ring, il catch vraiment, il a des vraies rivalités, tout ça, c'est pas basé que sur du comique. Donc du coup, l'association des dieux fait que ça marche. Question troll. Avant Joe Hendry, pour quel catcheur Randy Orton avait vendu des prises en tombant sur le dos? Non mais c'est vrai que ça faisait longtemps. parce qu'à WrestleMania, on peut aimer pas aimer, critiquer pas critiquer. Randy Orton a vendu. Même si ça dure pas longtemps, il a vendu. Il a vendu. Il est tombé plus de fois par terre que Kevin Nash dans sa carrière. C'est ça. Question suivante. Le 15. Le 15. En enlevant Paul Heyman, quel est le manager qui est pour toi le plus influent de l'histoire du catch? Influent. Donc ça veut Mais pas le le plus meilleur. important. Important, influent. Tu le tournes comme tu veux. Si tu devais citer un autre, je sais qui c'est que tu vas dire de toute façon, un autre manager qui t'a marqué en dehors de Paul Heyman. Je suis sûr qu'en fait, tu t'attends à un nom, mais je vais t'en donner un autre. Alors, quel nom je m'attends? Toi, tu t'attends à Paul Bearer. Bien, putain, t'es fort. Hein. Et c'est pas du tout, si tu veux vraiment parler d'influent important et tout ça, en dehors de Paul Heyman. Et pour moi, il est, on va dire, dans la legacy WWF, il est peut-être au-dessus de Paul Heyman. D'accord. C'est Bobby The Brain Heenan. Ah, ok. C'était le heel. C'était le manager de tous les grands heels face à Hogan durant la. C'était durant presque la lui, carrière, quoi. c'était presque lui le vrai heel. Oui, C'est lui en qui fait, ramenait à chaque fois ouais, des c'est mecs. ça. C'est lui qui a réussi à faire tourner Heel André Géant. C'est vrai. Rien que ça, déjà. Rien que ça fait que t'es déjà le meilleur manager de tous les temps. Je suis content que tu ne dis pas Paul Bearer. Ouais, non mais, parce Ça que m'a bien Bobby The Brain Heenan, il a vraiment coaché dans la Heenan Family, il a eu que des gros noms et tous des adversaires d'Hogan. Donc c'est très 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 important dans l'histoire. Et le mec en plus a perduré après en étant commentateur, en étant important, c'est lui qui ramène Ric Flair aussi. Oui, Dans c'est les vrai. storylines en 92. C'est vrai. Il est vraiment ultra important et marquant. C'est celui qui se fait virer, qu'on voit en slip sur le parking au premier row. Oui, Oui, c'est lui, hein. ouais. Oh, putain. Et c'est vrai que j'adorais ce mec-là. Il est Maintenant top. que tu m'en fais parler, j'adorais. avec, alors, pareil, on l'a pas connu à l'époque, c'est un peu stéréotypé, mais c'est un manager excellent. Il a un mic skill du tonnerre. Ah oui, au micro, ça. Voilà, c'est un monstre absolu, très charismatique, et vraiment, tous les mecs qu'il a eu, on va dire, sous son aile, c'était des stars face aux plus grandes stars. Jimmy Hart était pas mal aussi, non? Non, Jimmy Hart, C'était loin. c'est plus un valet qu'un manager, hein. D'accord, ok. Voilà, c'était un peu le toutou d'Hogan, en fait. Moi, j'adorais aussi, alors, pas du tout aussi mythique, mais Armando Alejandro Estrada. Très bon, ouais, très bon. J'adore. manager Alors, au aussi. micro, tout le public le suivait. Hein. Oui, il était très cool. Il a eu pas mal des managers comme ça, vraiment un peu marquants quand même. Et parce que celui des Road Warriors, c'était quand même quelque chose aussi, non? Paul Ellering. Ouais. Voilà, de la première Legion of Doom parce qu'en fait, la WWE a utilisé le nom de Legion of Doom en tant que tag team pour les Road Warriors, mais en fait, la Legion of Doom, c'était un clan dans les territoires. Et en fait, dedans, il y avait les Road Warriors, il y avait Jake Roberts, il y avait Bobby Eaton, il me semble. Il y avait quand même des gros noms. Et Paul Ellering est très connu, quoi. Ouais, j'adore. Moi, il a quand même encore aujourd'hui, il a un visage qui est quand même expressif. Bon, il s'est fait virer récemment, c'est normal parce qu'il était plus pertinent, Il mais n'était pas utilisé. Ouais. physiquement, quand même, le regard, serious business, j'aimais bien. Ouais, c'est ça, il y a quand même des managers très très marquants qui ont bien marché. C'est dommage que pendant toute une ère, Vince McMahon n'aimait pas les managers Ouais, et c'est qu'il dommage, avait ouais. arrêté parce que il y a des catcheurs, ils ont besoin de managers. Pour moi. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais des valets. Oui. Un petit peu. Et ben, tu vois, je pense que avec Karrion Cross, ils sont passés à côté de quelque chose. Mais bien sûr, ils auraient du tout, mais de toute façon, ils sont pas, là, j'espère qu'enfin il va être poussé
rien que par la promo, la pipe bomb qui s'est tapée dans une des émissions, et que son personnage, je le trouve très intéressant. Intéressant. J'aime Très vraiment intéressant. beaucoup, et pareil, il y a du pognon à faire avec ce mec-là, entre son physique, son charisme, Et puis, et c'est surtout sa femme. Sa femme, c'est un argument commercial, et on va dire télévisuel de ouf. On revient sur ce qu'on a dit sur... Bien sûr. sur rappelle-moi le nom. Scarlett. Scarlett. Scarlett Bordeaux. C'est incroyable quand même de pas te dire. Que c'est même bizarre que un mec comme Vince McMahon ne s'en est pas servi quand il a eu son premier run, quoi. Parce que elle, c'est quelque chose. Ah bah elle est charismatique de fou. Elle, c'est vraiment un truc de fou et c'est dommage. Et tu vois, et là, Karrion Kross est en train de faire quelque chose que ils sont en train de m'attirer. Ça me parle, hein, ce qu'ils sont en train de faire avec lui. Hein. Oui. Parce que la promo qu'il fait avec AJ Styles, j'aime beaucoup. Hein. Oui. Et j'espère que ça va déboucher au moins à au moins mid-quart d'heure, mais qu'on le revoit catcher parce qu'en plus, il me semble que c'est pas un mauvais catcheur. Ah non, franchement, ça on va dire, il fait pas partie des gros mecs in ring, mais franchement, c'est un très bon catcheur, un très bon big man, quoi. Ouais. Donc, j'espère qu'ils vont en faire quelque chose parce que, en plus, le gars a montré sa frustration et tout ça, donc, le storytelling, encore une fois. est intéressant. Oui. Voilà. Je te laisse enchaîner. Et ben, la dernière, le 4. Et ben, le 4, c'est la question que je pensais que tu allais avoir besoin de temps de réflexion. Ok. Parce que là, mais ça se trouve, tu vas me le sortir tout de suite. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer le résultat d'un match qui serait super marquant pour la WWE, tu changerais quel résultat? À toute époque. C'est toi qui vois. Ouais, je t'autorise de choisir ce que tu veux. Il y en aurait eu plusieurs, mais du coup, je vais en faire un simple comme ça, Tu vois, parce que je l'ai déjà dans la tête. Je savais que parce que ça, c'est un truc que tu as dû te le dire tellement de fois. Ouais, mais là, je vais prendre le plus simple. C'est compliqué, mais Moi, je du coup, en fait, le match, pour moi, ils auraient pas dû le mettre là. Okay. Ils auraient dû pas le mettre à WrestleMania et faire affronter quelqu'un mais qu'ils auraient eu des adversaires différents pour pas faire ce match à Mania. C'est de ne pas casser la streak du Taker. Ah, t'aurais voulu que le Taker garde sa streak complètement? Oui. Ne perde jamais contre Brock? Jamais. Ah, d'accord. Pour moi, que Brock, qui s'affronte pas à ce Mania-là, justement. Qu'en fait, il ne s'affronte pas du tout. Ou alors qu'il l'affronte dans un autre show. Dans un autre show, ça aurait été pas grave de faire perdre leur Taker. Ouais, qui le défonce et tout ça. Mais de pas l'avoir fait à Mania, même si c'est une shock value, que tout le monde est choqué et tout ça, le problème, c'est l'utilisation derrière des deux. Fait qu'en fait, ça a cassé quelque chose. Qu'ils auraient dû garder. Ils auraient dû garder cette magie jusqu'au bout. Et puis le faire perdre une deuxième fois. On l'avait dit dans notre premier point. On l'avait dit dans notre premier point, te rappelles, point question. Voilà. Moi, j'avais même dit que, en fait, s'ils avaient voulu casser la carrière de Taker, il aurait dû s'arrêter. Catcher à Mania. Point. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Qu'il y ait des storylines en dehors si vous voulez continuer, mais qu'à Mania, on le voit plus. Parce qu'en fait, la streak était cassée. Moi, ils n'auraient pas dû. Brock Lesnar, ok, ça lui a permis de l'envoyer au main event parce qu'il s'était très mal utilisé. En fait, la baguette magique, j'aurais changé toutes les décisions sur Brock Lesnar depuis son arrivée, en fait. Ah, carrément. Oui, en gros, c'est ça, parce qu'en fait, la victoire du Taker a permis de le recrédibiliser, vu qu'il avait disé comme une merde avant. Oui, parce qu'il avait perdu contre Cena, il avait perdu contre Triple H, il avait perdu contre plein de trucs. Donc, du coup, il fallait lui donner un truc marquant pour pouvoir le renvoyer comme une méga star derrière. Et en fait, tu changes tout le run, ça veut dire que quand il revient, il bat John Cena. Ensuite, ça veut dire qu'à Mania, il bat Triple H derrière. Et que du coup, le Mania d'après, tu le fais pas affronter le Taker. T'as pas besoin de faire affronter le Taker. Il était crédit derrière. Ah, et là, c'est bien. Là, c'est une sacrée baguette. Voilà. Mais j'aime bien. C'est simple, hein, c'est le premier truc qui m'a passé par l'esprit. Ouais, mais tu vois, je suis content parce que c'est pertinent, ce que tu dis. Ouais. Parce que tu expliques pourquoi. Ouais. Tu vois, moi, parce que si je devais le dire, il y aurait 2 matchs. Et le problème, c'est que mes 2 matchs, on les voit venir à des kilomètres. Mais il y a Goldberg dedans, quoi. Alors, l'Elimination Chamber de 2004. De 2003. De 2003, déjà. Point. Bah oui, il fallait faire gagner. Ok, oui, point. On est d'accord. Et Shawn Michaels, John Cena. Ah ouais. À WrestleMania. Bah oui. On est d'accord, ouais. Moi, ce match-là, alors après, si on peut remonter dans le temps, si j'avais eu une baguette magique, j'aurais empêché Marty Jannetty de se droguer. Ah, peut-être, oui. Parce qu'on aurait peut-être eu quelque chose de assez... Peut-être un rival de Shawn Michaels sur des années. Ouais, et peut-être qu'on aurait eu une rivalité exceptionnelle. Oui. J'aurais peut-être fait venir Sting à un moment où il était capable d'affronter le Taker. Toi, tu y as pensé, toi. Forcément, t'as fait ta question. Donc. Parce que je me dis, il y a tellement de choses, on est passé à côté de tellement de choses. Alors, mais moi, j'aime bien ce que t'as fait parce que justement, c'est pertinent. Nous, après, là, on rentre dans le fantasy booking. Oui. Dans ce cas, j'aurais donné 10 millions à Vince McMahon pour qu'il rachète toutes les stars de l'invasion. On aurait eu le plus grand pay-per-view de l'histoire du catch. Je pense que tu vois, bien vu, tu m'as devancé parce que j'allais le dire.
Tu vois. Si j'avais une baguette magique, j'aurais refait totalement l'invasion. Après, pour moi, après, d'un point de vue personnel, parce que ce qu'ils ont fait, c'est normal. Quand on avait refait l'émission sur Triple H, j'aurais fait gagner Rob Van Dam Oui. en 2002. Mais il venait de gagner le titre. Enfin, on venait de lui donner le titre quelques semaines auparavant. En fait, ils auraient dû, même pour Rob Van Dam, on le dit dans l'émission, il aurait peut-être dû la gagner durant l'invasion. En fait. Ouais, voilà. Et puis, certainement, je voulais dire autre chose et voilà, j'ai perdu le fil. Et j'aurais fait gagner Sami Zayn. Oui. Contre Roman Reigns. Le problème, c'est que en faisant ça, ils ont voulu péter le record. Ils voulaient péter le record. oui, puis en faisant ça, tu casses un peu l'aura de Roman Reigns je qui doit aller battre Cody dans un Rhodes. certain point, du coup, je vais le redire, on l'avait dit. Ils auraient dû faire un dusty finish. Ça veut dire que ils auraient dû faire gagner Sami Zayn. Tout le monde y aurait cru. Non, Ils auraient fait une pop de fou. Tu l'avais pas dit. Ah, je l'ai pas dit. Non. Donc du coup, ils auraient fait une pop de fou. Ils auraient fait gagner Sami Zayn. Tout le monde aurait pété les plombs. Ça aurait été génialissime. Le lendemain à Raw, son titre, sa victoire est annulée et il doit rendre le titre à Roman Reigns. Ah ouais. Et du coup, tu cassais pas le record de Roman Reigns, mais du coup, tu avais donné le feel good moment au Canadien le jour-là pour le casser derrière. C'est un dusty finish. Mais pas le soir même. Ça aurait été le meilleur dusty finish. Juste le lendemain à Raw. Ça aurait été le meilleur dusty finish de l'histoire. La meilleure utilisation, comme ça, tu pouvais garder Roman Reigns pour battre les records et tout ça. Et en plus, je sais pas, au pay-per-view d'après, où à Raw, Sami Zayn arrive quand même à avoir un match de championnat à Raw ou à SmackDown, et là, Roman Reigns se défonce. Ah putain, j'aurais kiffé. Là, je suis fort hein, quand même. Hein. Ah là, respect, là là, ok, là je peux plus rien dire parce que je crois que je ferais pas mieux. Ouais. Moi j'aurais, parce que là, tu peux rien trouver de mieux que ça. Comme ça permettait d'avoir ce qu'on voulait, avec un public de fou, même si derrière c'est chier dans la colle, tant pis. J'espère qu'un jour quand même il le touchera, parce que par contre, tu vois, si Sami Zayn ne touche pas le titre avant la fin de sa carrière, c'est quand même triste. J'aurai un regret. Ouais. Un gros regret. Mais ça y est, je te remercie. Je t'en prie. T'as été très pertinent sur les questions. Moi, je suis content parce qu'on a parlé un peu de catch féminin, c'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu l'emphase sur ce côté catch féminin. On a fait un petit peu d'actu avec WrestleMania, mais bon, on est dans les temps. Et je considère que ces émissions-là, c'est pas la même chose que les émissions quand on parle vraiment d'une carrière. Oui, c'est ça nous permet un peu justement de dériver un petit peu ces émissions, voilà. C'est cool. Et merci pour ce fou rire incroyable. Je te remercie et je suis sûr que tu rigoleras quand tu écouteras l'émission le jour de sa sortie. Parce qu'il faut savoir que Messiah, quand je diffuse une émission, il ne l'a pas avant. Oui, donc moi je l'ai comme vous tous. Il la découvre quand je la publie le lundi à midi, ce qui veut dire que le lundi à midi, dans 15 jours, il aura un fou rire à peu près quand il écoutera l'émission. Voilà. Et en tout cas, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. On a fait 1h30 d'émission, c'est ce que je voulais. Les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à dire tout sur quoi vous êtes d'accord avec nous. Si vous êtes en désaccord, je veux aussi. N'hésitez pas, allez-y. Ouais, c'est ça, argumenter, allez-y.